Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver pour un numéro vraiment exceptionnel cette semaine puisque consacré au bouleversement d'un monde devenu résolument multipolaire. Alors ce soir, nous allons débattre. En tout cas, j'ai réussi à organiser un débat qui va, je pense, être passionnant autour de trois axes majeurs au cœur de l'actualité internationale. Tout d'abord, le face-à-face Israël-Iran, la guerre à Gaza et bien sûr les répercussions de ce conflit ici en France. Alors donc, pour débattre de tous ces sujets, une confrontation inédite entre deux regards que tout oppose. Tout d'abord, Philippe Carsanti. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du comité Trump France, ancien maire adjoint de Neuilly-sur-Seine et vous avez signé de nombreux ouvrages, dont notamment 2017, Dernière chance avant le grand remplacement, donc coécrit avec Renaud Camus. Et en face de vous, cher Philippe Carsanti, eh bien Didier Maisto, ancien président de Sud Radio, que je ne présente plus, journaliste indépendant et éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir. Merci beaucoup tous les deux d'avoir accepté cette invitation et de débattre ensemble, puisque je tiens à le préciser, ça n'était pas facile de trouver deux personnalités pour débattre. Alors, une question toute simple avant de commencer ce débat. Vraiment, je vous demanderai à tous les deux de rester courtois, comme je ne cesse de le demander à chaque fois que j'organise des débats. D'abord, une question assez simple. Pourquoi l'un et l'autre, vous avez accepté de débattre ensemble? Tout d'abord, Didier Maisto, peut-être. D'abord, nous sommes amis dans la vie. Avec Philippe Carsanti, on a eu beaucoup de débats sur RT France. On a pu confronter nos points de vue avec une émission de haute volée qui s'appelait Politmag, qui était consacrée à la politique nationale et internationale, à la géopolitique. Et souvent, on était d'accord d'ailleurs sur une vision géopolitique des choses. Pourquoi on a accepté? Parce qu'il me semble que dans un monde devenu complètement incertain, où les esprits s'échauffent beaucoup, où les passions sont exacerbées, notamment par les réseaux sociaux, où des influenceurs qui n'ont pas toujours une bonne connaissance des sujets veulent faire gagner à tout prix leur camp, il me semble que démontrer, même quand on n'est pas d'accord, qu'on peut être des hommes de bonne volonté, pour rechercher une humanité commune, parce que moi ce qui m'intéresse c'est trouver au fond de chacun cette part d'humanité qui fait qu'on peut encore se parler, et bien moi je serai toujours dans ce camp-là, au-delà des nationalités, au-delà des problèmes dans le monde. Je veux toujours me battre pour que cette petite lumière de l'humanité reste allumée, et Dieu sait qu'elle vacille en ce moment. Donc voilà mon état d'esprit. Philippe? Alors, je partage tout ce que vient de dire Didier. Je voudrais rajouter une chose. Pour moi, il est important de débattre actuellement avec Didier, parce que j'ai vu ses vidéos récentes, j'ai vu la tourmente dans laquelle il s'est retrouvé avec ses propos qui ont été parfois déformés, parfois justement critiqués selon mon point de vue. Et donc, pour moi, il était important d'échanger avec lui, non seulement pour essayer de comprendre pourquoi il en était arrivé là, parce que pour moi, quand on s'est connu dans le passé, il n'en était pas là, et aujourd'hui, je voudrais comprendre. Et il y a aussi autre chose. Vous savez, moi, je fais pas mal de débats sur les chaînes nationales, et souvent, je rencontre... il y a deux types, pour moi, de débatteurs, et je dirais que Didier ne fait pas partie de cette catégorie. Il y a les idiots utiles, et il y a les intelligents rémunérés. Pensez à qui, là? Les idiots utiles, vous voyez, je dirais un peu les crétins qui défendent des causes sans même comprendre. Ils croient penser alors qu'ils ne font que répéter ce qu'ils entendent quotidiennement dans les médias. Ça, c'est du côté des idiots utiles. Les intelligents rémunérés, vous les reconnaîtrez facilement. C'est certains journalistes, on en reconnaît par exemple au Figaro, on en voit au Monde, on en voit dans tous les médias, et eux, ils sont rémunérés très clairement. Vous savez que la plus grande opération de corruption en France, elle vient du Qatar. Le Qatar a acheté, on a vu ce qui s'est passé au Parlement européen, et il y en a beaucoup qui sont payés par le Qatar. Il y en a qui sont aussi payés par l'Iran, et donc on les reconnaît. Et quand vous avez l'habitude de décrypter les médias, vous voyez que vraiment ces gens-là ne parlent pas d'eux-mêmes, mais en fait, ils sont le porte-parole d'autre chose. Il y a quelques pseudo-experts militaires qui, quand vous leur parlez de Poutine, de l'Ukraine, de n'importe quelle question, ils rapportent toujours tout ensuite à Israël. En disant, mais attends, est-ce que tu es payé à chaque fois que tu cites le mot Israël pour le dénigrer? Ça, c'est le... Et il y a des gens comme Didier qui n'ont donc rien à voir avec ces deux catégories, parce que moi, je pense que Didier est quelqu'un d'honnête, mais je pense, mon analyse, que tu te trompes depuis
quelque temps sur ces sujets. Et pour moi, c'est vraiment important de confronter nos idées et d'arriver à quelque chose qui soit... peut-être que moi, je me trompe aussi sur certaines choses, mais pour moi, c'est très important d'échanger. Et je ne l'aurais pas fait avec des gens qui sont achetés, parce que pour moi, les gens achetés, ça ne sert à rien. On ne peut pas les convaincre. On ne peut pas, ne serait-ce que leur faire remonter la vérité à la surface. Donc voilà pourquoi moi, c'est important. Je voudrais quand même dire, oui, effectivement, que idiot utile, bon, ça, c'est pas à moi de le juger. Hein. Les gens feront leur propre idée. Je n'ai jamais reçu le moindre centime d'aucune chaîne de télévision française. Quand j'ai quitté Sud Radio, je fais des débats, j'ai fait pas mal de débats sur CNews. Là, je fais une pause sur les médias mainstream parce que je trouve que c'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est un peu la foire d'empoigne, j'aime pas. Il faut être toujours dans l'urgence, parler vite, parler fort, se débattre contre des gens qui te hurlent dessus. Donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je n'ai jamais touché le moindre centime, ni de personne, d'aucune chaîne d'information, d'aucune chaîne mainstream, d'information ou pas d'information, jamais. Et je tiens à mon indépendance. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a pas on est en transparence. Bon, écoutez, en tout cas, je suis ravi de voir le ton. Ça commence bien. Voilà, va être que ça dure. celui tout au long du débat, donc ce ton. Courtois, en tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté ce débat. Alors, si vous le voulez bien, d'abord, justement, pour faire la transition naturellement avec ce que vous venez de dire et l'un et l'autre, parlons, si vous le voulez bien, la relation entre Israël et la France. Aujourd'hui, une question d'abord toute simple que j'ai à vous poser. Est-ce que la France joue encore un rôle, selon vous, crédible au Proche-Orient, Didier Maistre? La France n'a plus aucun rôle, malheureusement, nulle part. On a un président de la République qui bombe le torse. La personne, peut-être que Philippe le fera, qui m'expliquera aujourd'hui quelle est la position officielle de la France sur Israël, moi, je n'avais pas compris. Hein. J'ai vu le prince de la laitue à iceberg devant 14 caribous et 7 Inuits dire qu'il était prêt à accompagner Israël pour bombarder l'Iran. Il avait dit au départ qu'il était prêt à accompagner Benyamin Netanyahou dans une coalition internationale contre le Hamas, ce qui a provoqué une consternation dans le monde entier. Ensuite, il a dit récemment qu'il allait reconnaître l'État palestinien, et puis il rétropédale. Alors lui, M. Macron, c'est toujours le en même temps. Il voudrait faire la guerre sans qu'il y ait de victimes. Il voudrait... Est-ce que c'est pas ça la position de la France, justement? Non, mais la position de la France, c'est... Pas prendre parti. Non, la position de la France, c'est justement de prendre le parti de la paix. Quand on avait une voix, quand on pouvait encore peser sur le plan international. Aujourd'hui, et ça, moi, je le date de M. Sarkozy, qui nous a fait réintégrer le commandement intégré de l'OTAN, qui a basculé, là on ne va pas être d'accord je pense, mais bon, sur un certain atlantisme. Et donc ça a été fini de la voix singulière de la France, comme elle a pu être exprimée par Dominique de Villepin, par exemple, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, à la guerre en Irak. Je rappelle quand même qu'on devait intervenir en Irak, que n'avait-on pas entendu ? La 4e armée du monde, les armes chimiques, c'était la fin du monde. On se rappelle de Powell avec la fiole. On a fait 1 million de morts pour rien. 1 million de morts pour rien. Quand M. Bernard-Henri Lévy a conseillé M. Sarkozy pour l'opération libyenne, c'est la consternation, c'est le chaos après. Je veux dire, le Sahel, qui est une vaste zone qui fait plusieurs fois la France, c'est le lieu de tous les trafics, de la traite des êtres humains, c'est le foyer du terrorisme international. Donc moi je veux bien qu'on aille dans d'autres pays exporter nos valeurs en un seul mot, hein, et notre conception de la démocratie. Je dis simplement que la démocratie, c'est un peu une incongruité à l'échelle de la planète. Et qui nous sommes, nous, pour aller, au nom de notre occidentalisme exacerbé, donner des leçons à tout le monde. Je veux dire, est-ce que depuis 5 siècles, dans le monde, dans les Amériques, en Afrique, en Asie, en Océanie, on s'est comporté d'une manière si exemplaire qu'elle puisse nous exonérer jusqu'à la fin des temps de la moindre critique. Quand on est arrivé dans les Amériques, et puis j'arrête ici, on a massacré tous les Indiens et tous les bisons. Je dis « on » parce que c'est ce qu'on peut assimiler aujourd'hui
à l'Europe, aux valeurs européennes, etc. Donc je dis un peu de modestie. Il faut que les peuples puissent vivre par eux-mêmes. Il y a des différents systèmes d'administration sur la planète, des oligarchies, des monarchies, des patriarcats, des matriarcats, des systèmes claniques, des systèmes familiaux qui peut-être nous choquent, mais aller bombarder des gens pour leur apprendre ce qu'est la paix, moi j'ai quand même un peu du mal avec ce concept. Alors je vais répondre à plusieurs points. Et puis aussi, j'aimerais avoir votre réaction sur les critiques de Netanyahou sur la France, qu'elles sont justifiées d'après vous? Alors je viendrai là, mais je voudrais d'abord répondre sur les points de... Alors Didier disait, malheureusement la France n'a plus aucun poids. Je dirais heureusement que la France n'a plus aucun poids dans la politique étrangère. Et ça, je pense que ça remonte effectivement à Sarkozy, mais ça remonte encore avant. Ça remonte à Jacques Chirac. Je pense que quand la France s'est totalement décrédibilisée, quand ils ont cherché à imposer le traité européen en 2005, qui a été rejeté par la population française. Nous sommes d'accord. Voilà. À partir de là, je crois qu'il était important que la France cesse d'avoir un poids international. Et j'allais dire, grâce à Dieu, c'est ce qui est arrivé. Par rapport à Sarkozy, je ne suis pas d'accord sur un point, c'est que Sarkozy, pour moi, n'a pas été inféodé à l'OTAN, mais c'est inféodé au Qatar. Et encore une fois, j'insiste bien, pour moi, l'élément le plus déstabilisateur et destructeur de la société française depuis 20 ans, c'est le Qatar et l'argent du Qatar qui est déversé par. Encore un point d'accord. Ok. Alors, pour revenir sur Macron, en fait, moi, quand je l'ai vu au Groenland, honnêtement, j'ai pensé à Groenland. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, je me suis dit, c'est quoi cette scène était lunaire de le voir au Groenland. Alors, pour expliquer la position de Macron par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient entre Israël et l'Iran et Israël et Gaza, Gaza, je pense qu'elle est dictée par sa crainte des banlieues et malheureusement ses mauvaises fréquentations. Je crois qu'il a très mauvaise fréquentation à l'Élysée. Il y a Yassine Bellatar qui est quand même un vrai problème. Il y a Bruno Roger-Petit qui est son conseiller depuis le début, qui est vraiment quelqu'un de désastreux, je pense, dans cet entourage-là. Et il a aussi Ofer Bronstein, qui est son conseiller à l'Élysée, qui est un mythomane, j'insiste bien, un pur mythomane, qui raconte avoir été conseiller d'Yitzhak Rabin avant sa mort, ce qui est rigoureusement faux. Questionner qui vous voulez en Israël, qui a connu la politique israélienne de l'époque, Ofer Bronstein n'avait strictement rien à voir avec Yitzhak Rabin. Alors vous pourrez trouver une photo, vous savez, les photos, les selfies de types qui se prennent des photos avec, peut-être, mais il n'avait strictement aucun rôle de conseiller auprès d'Yitzhak Rabin. Et donc il s'est vendu comme ça auprès de Macron, et en fait personne n'est allé dire à Macron qu'il avait dans ses pattes un mythomane. Donc ça, c'est par rapport à Gaza. C'est des propos qu'engage que vous. Hein. Bien, naturellement, mais j'ai aucun problème. Je l'ai déjà dit sur les grandes chaînes, ne vous inquiétez pas. Donc ça, ce qui concerne Gaza. Pour ce qui concerne l'Iran, alors là, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué parce que, objectivement, et là, je vais dire quelque chose, je vais être obligé de parler en sous-texte, demander à l'entourage de Macron, aux gens qui fréquentent Emmanuel Macron, et demandez-lui les relations qu'il a avec certains opposants iraniens et iraniennes. Et vous comprendrez mieux pourquoi, dès le début, il s'est placé en opposition à l'Iran, parce qu'il a de bonnes relations avec des gens qui ont vraiment envie de faire chuter les mollahs. Pour revenir maintenant sur d'autres sujets, Dominique de Villepin. Alors, mais là, ça valide plutôt votre position, alors, par rapport à... Oui, mais c'est totalement antinomique. Sa position sur Gaza et sa position sur l'Iran. Moi, encore une fois, je suis là pour analyser, pour expliquer ce qui se passe. Israël a envie de faire renverser ce pouvoir en Iran. Alors, il semble qu'Israël souhaite faire un changement de régime, naturellement, mais ça, là, on parle de la France, là, actuellement. C'est pour ça que c'est important de comprendre, parce qu'on pourrait se dire, c'est bizarre qu'il soit comme ça vis-à-vis de Gaza et comme ça vis-à-vis des mollahs. Quoiqu'à la fin, vous voyez bien il a dit hier, oui, mais enfin, on ne peut pas renverser les mollahs, il ne faut pas renverser les mollahs. Pour revenir sur Dominique de Villepin, je pense que Dominique de Villepin, tout le monde l'accuse d'avoir touché beaucoup d'argent pour sortir et déverser tout ce qu'il déverse depuis quelques mois dans les médias, qui peut de plus en plus s'assimiler à de l'antisémitisme pur et simple. Je vous le dis très clairement, je pense qu'il n'en a pas besoin. Je pense qu'il n'a pas besoin d'argent. Moi, j'ai déjà eu des conversations avec lui. J'ai vu ce qu'il a été capable de me dire. Dominique de Villepin, je pense qu'il n'a pas besoin d'être payé pour avoir des propos hostiles à Israël et aux Juifs. Je vous le dis très clairement. En ce qui concerne la guerre en Irak, contrairement à ce que tout le monde pense, la guerre en Irak, et ça, j'insiste bien parce que c'est très important de lire les rapports des services, a malheureusement été causée par la campagne de Dominique de Villepin. Je m'explique. Dominique de Villepin a lancé sa campagne à l'ONU au moment où, donc pour empêcher la guerre, à voter contre, au moment où Saddam Hussein s'apprêtait à abdiquer, à démissionner et à partir
en exil à Moscou, comme c'est exactement ce qui s'est passé avec Bachar al-Assad. Sauf que quand Dominique de Villepin a fait son discours de l'ONU, a mobilisé les foules et qu'il y a eu des manifestations partout dans le monde, non à la guerre, non à la guerre, Saddam Hussein s'est dit, ils n'oseront jamais frapper, vu l'opposition internationale qu'il y a même dans les rues de New York, dans les rues de Londres, dans les rues de Paris. Et en fait, paradoxalement, c'est donc l'action qui était censée être l'action flamboyante de Dominique de Villepin qui a causé la guerre, alors qu'on aurait pu avoir un changement de régime sans passer par la guerre. C'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est très clair. Il y a un livre qui est très clair qui s'appelle « La guerre à outrance » qui a été publié là-dessus. Mais si vous lisez des rapports un peu plus confidentiels, c'est très clairement expliqué. Pour ce qui concerne la Libye, alors là, on est 100% d'accord. C'est un désastre. C'est les pseudo-conseils de BHL. Moi, je pense que Sarkozy avait l'intention de faire chuter Kadhafi et qui s'est servi de BHL. Alors là, pour moi, BHL, dans cette affaire-là, je vais être un petit peu irrespectueux, c'est vraiment l'idiot utile. Il s'est servi de BHL pour dire, regardez, BHL est venu m'expliquer qu'il fallait dézinguer Kadhafi. On attendra le résultat du procès Kadhafi-Sarkozy et tout l'entourage de Sarkozy. On verra, je crois que c'est le 25 septembre, on verra ce qu'en dit la justice française. Enfin, pour revenir sur les valeurs de la France en 2025. Quels sont, selon vous, les rapports aujourd'hui entre Israël et la France? Alors, non, je reviens là-dessus. Mais juste une chose. J'entends ce que dit Didier par rapport au fait que c'est vrai qu'on a eu de l'esclavage, on a maltraité les gens il y a 5 siècles, tout ce que vous voulez, il y a 10 siècles. Même il y a 80 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé quand même à un niveau de sophistication dans nos sociétés où les femmes ont le droit de vivre ce qu'elles vivent, elles ont le droit d'être infidèles, elles ont le droit, dans tous les sens des termes, elles ont le droit de porter des mini-jupes, elles ont le droit de se maquiller, regardez quand même notre société, la société française. Je pense qu'on a plus envie de vivre dans ce monde-là que dans un monde où les filles sont voilées, bâchées, burkaïsées, tout ce que vous voulez. Donc je pense que oui, on a une légitimité à défendre dans nos pays, en tout cas, la possibilité de continuer à vivre avec son mode de vie. Regardez ce qu'était l'Iran dans les années 70. Ils vivaient vraiment comme nous. Regardez ce qu'était l'Afghanistan dans les années 70. Ils vivaient vraiment comme nous. Et pourtant, c'était des pays musulmans. Je rappelle Nasser, dans les années 50, qui se moquait des frères musulmans qui voulaient voiler les femmes. Donc, on a tous en tête cette réunion. De toute façon, ne comptez pas sur moi pour défendre un régime religieux extrémiste, quel qu'il soit. Hein. Ouais. Qu'on soit clair là-dessus. Hein. Et je me suis élevé contre les voiles, contre les femmes iraniennes. Je connais la laïcité de Didier Maisto. Mais c'est insupportable pour moi. Okay. C'est vrai que... Voilà. Et donc c'est pour ça que moi je pense qu'on est légitime à défendre ce mode de vie. Alors après, exporter, c'est autre chose. Non, mais on parle de la France. Okay. Maintenant, pour la France, les relations entre la France et Israël. Les relations entre la France... Par exemple, l'exclusion d'Israël du Salon du Bourget, pour vous, ça vous a choqué? C'est un geste politique déguisé? Alors, on rappelle de ce que j'ai compris. Alors, je voudrais qu'on y viendra parce que c'est vraiment un point, comme dirait un méchant, c'est un point de détail parce que la situation est beaucoup plus importante. Les relations entre la France et Israël ont toujours été conflictuelles, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, qu'il y avait des relations d'amour, ils se serraient les mains, etc. Non. Il y a toujours eu un problème avec la position de la France qui a toujours cherché à imposer une vision politique en Israël en disant 2 États pour 2 peuples. On y reviendra plus tard. Pourquoi? Selon moi, cela n'a strictement aucun sens. Et donc, à partir de ce principe-là, la France s'est toujours posée en opposition à l'État d'Israël. Maintenant, si on regarde l'État d'Israël lui-même envoie des ambassadeurs, j'allais dire, à l'exception d'un qui s'appelle Daniel Saada et qui a été exceptionnel, à qui on n'a jamais donné le titre d'ambassadeur, mais qui a été l'ambassadeur effectif en France. Ils nous ont très souvent envoyé des ambassadeurs assez faibles intellectuellement, assez incompétents, des gens qui étaient entourés d'une équipe de gens qui parlaient très mal le français. Donc en fait, c'est assez désespérant. Je parle en tant que Français de voir qu'un pays nous envoie un ambassadeur. Alors là, l'ambassadeur parle français, mais il y en a un qui manque pas de critique envers Netanyahou, c'est Elie Barnavi. Hein. Oui, alors Elie Barnavi, avec qui j'ai eu une bonne relation, j'ai eu une très bonne relation avec Elie Barnavi, je peux vous dire pourquoi, puisque dans un combat qui m'a opposé à France 2 dans l'affaire Al-Doura, donc l'affaire de la mise en scène de France 2 et de Charles Anderlin, Elie Barnavi m'a soutenu, a publié une tribune à l'époque dans Marianne, où il me soutenait clairement. Maintenant, il faut comprendre que Elie Barnavi est vraiment à l'extrême gauche du spectre politique israélien, qu'il a une haine de Netanyahou qui dépasse l'entendement. Vous pourrez me questionner sur Netanyahou, je vous expliquerai ce que j'en pense aussi. Il y a un monsieur comme Ehud Olmert, qui est ancien Premier ministre israélien, qui a une position aussi extrêmement critique vis-à-vis d'Israël. Enfin, Ehud Olmert, c'est un vrai repris de justice. C'est quelqu'un qui a fait 18 mois de prison pour ultra-corruption. Je me demande aujourd'hui qui paye Ehud Olmert pour faire ce qu'il fait.
Donc, en faire encore une fois, n'oubliez pas une chose, et ça j'insiste bien là-dessus, l'État d'Israël, c'est comme la France. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Il y a beaucoup d'argent qui circule pour acheter les politiques, pour acheter les gens des médias. Et donc, je fais exactement la même critique. Vous savez, moi, j'ai rencontré des gens en Israël où j'ai été obligé de leur demander, de me dire, mais qui te paye ? Qui te paye ? Non, mais c'est vrai que ce n'est pas une situation monolithique, Israël. Contrairement à une idée qui est très propagée dans les médias français. C'est aussi un des problèmes de Netanyahou. C'est-à-dire, Netanyahou, il est là depuis des années. Moi, j'ai connu le Likoud. Le Likoud, c'était le Modem. Hein. Le Likoud, c'était le centre droit. Non, mais c'est vrai. Non, mais, Philippe. Non, le Modem, non. Non, mais c'était assez modéré. C'était un parti un parti de centre droit, on peut dire. Mais ça reste un parti de centre droit. Voilà. Alors bon. C'est pas la même notion du centre. Peut-être que Macron est un centriste aussi. Moi, je trouve qu'il. C'est un gauchiste, Macron. C'est déjà. Alors, moi, je trouve que c'est plutôt un extrémiste de droite, tu vois, comme quoi. Voilà, comme quoi on est en désaccord. Bon, on va en discuter. Mais la question, quand même, c'est que la corruption. Il y a beaucoup de premiers ministres israéliens qui ont été convaincus de corruption. Non, hein. un seul. Oui, enfin. Un seul. Et Ehud Olmert qui a fait de la prison. Ehud Olmert, il y a eu quand même il y avait le procès qui était en cours, qui aurait dû être instruit contre l'actuel Premier ministre. Qui est toujours en cours. Qui est toujours en cours. Pour des manifestations monstres, comme jamais depuis 1967. Qui prouve l'état de la démocratie. Voilà, non mais ça, les gens... Mais attends, encore une fois, je vais au bout de l'idée. Non, mais juste pour une chose par rapport au procès. Il est en procès pour avoir reçu des cigares, pour avoir reçu des cadeaux. Il n'y a aucun problème. Et ça, encore une fois, c'est pour ça que je dis, on peut parler ce que vous voulez sur Netanyahou, mais il y a une chose très importante à dire. Il est encore, pour l'instant, présumé innocent. Voilà. Il est présumé innocent, mais les gens manifestaient pourquoi ? C'est bien aussi de le rappeler, parce qu'il avait dans l'idée de faire voter un projet de loi pour prendre la main sur la justice et pour empêcher la justice d'agir. Pas exactement. J'ai écrit là-dessus. Mais c'est quand même ce qui est globalement ce qui s'est passé. Ce qu'il voulait, c'était laisser la primauté aux politiques sur ce qu'on appelle la haute cour là-bas, donc la Cour suprême israélienne, qui s'était arrogée de droit. Pour donner un exemple, comme en France, avec M. Juppé et M. la Mutuelle de Bretagne. Non, mais je prends par exemple. Non, mais tu vois, c'est très sophistiqué. Oui, non, mais le problème de la corruption dans des États sophistiqués, c'est que la corruption elle-même est sophistiquée. C'est-à-dire quand tu vois le rôle de l'Arcom aujourd'hui, qui est juste une sous-pente de l'Élysée, un sous-bureau de l'Élysée. Quand tu vois le rôle du Conseil constitutionnel, avec des vieillards Kakoshim, dont 40% ne sont pas juristes, il faut bien voir ça. Monsieur Juppé à la tête du Conseil constitutionnel, quand on a vu la farce de la réforme des retraites, qu'on soit pour ou contre, après les 49.3, nous dire, alors que 92% des actifs étaient contre tout au long du processus, 72%... J'aimerais qu'on vienne sur la relation Israël-France. Tout ça pour dire pourquoi. C'est que dans une démocratie défaillante, la sophistication est telle qu'on a toujours les apparences de la légalité, etc. Je pense qu'il est mieux qu'on revienne sur les sujets. Oui, alors sur la relation Israël-France, est-ce qu'aujourd'hui, Didier Maisto, vous direz que vous êtes toujours ami d'Israël ? Toujours. Moi, j'ai toujours été... vous critiquez sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est un point très important. De manière très virulente, Netanyahou. Tout Israël n'est pas Netanyahou. Tous les Juifs ne se reconnaissent pas. On vous a accusé d'antisémitisme, vous avez même été menacé. Des types, j'ai porté plainte, la plainte suit son cours. Vous savez, quand on veut, aujourd'hui je connais la méthode, on veut vous empêcher de parler, vous êtes antisémite, et ça c'était la semaine dernière. Avant-hier, j'étais par une anthropologue qui a eu son quart d'heure de gloire, porte-parole du Hamas, idiot utile du Hamas, et depuis hier, je suis infiltré des ayatollahs et des mollahs. Donc j'ai le cuir un peu tanné, un peu solide. Il y a une différence, c'est qu'avant je laissais passer, et maintenant je ne laisse plus passer. Et j'ai porté plainte avant-hier, une plainte simple auprès de la procureure de la République d'Alençon, puisque j'habite à Mortagne-au-Perche, et elle a 3 mois pour poursuivre ou pas. Si elle ne poursuit pas, je me constituerai partie civile, et comme vous le savez, je ne tremble pas, puisque dans des histoires de télé, j'affronte l'État depuis 13 ans, et on m'a tout fait, hein, donc... c'est pas ça qui va me faire frémir. Alors, c'est la même chose que de dire que si vous êtes à l'étranger, tous les Français sont lepénistes, ou tous les Français sont macronistes. À un moment, c'est faire injure au peuple israélien, qui est une démocratie où les gens peuvent manifester, donner leur avis. C'est pas les gens qui parlent le plus fort sur les réseaux sociaux, qui se défilent parfois quand il y a des véritables débats. C'est pas parce qu'on parle fort qu'on parle juste. Et moi, quand j'ai fait ma vidéo qui m'a valu, puisque Philippe en a parlé, un peu
des désagréments. J'avais Y dit compris de simplement, votre ami André Bertrand. voilà, non, mais ça, c'est pas grave, je déjeune avec lui demain, ça va se tasser. C'est que je disais quoi, en fait? Je disais, moi, en tant qu'ami des Juifs, parce que moi, je suis issu, en plus, d'une famille pied noir. Je ne suis pas juif, hein, mais les séfarades, cet univers, je dirais, mes parents ont grandi, sont nés en Tunisie, j'ai la même gastronomie, les mêmes traditions, la même culture, le même désir de France, la même, cette Méditerranée adorée et chérie. Donc ça me parle. Je veux dire, bon, ça n'a pas de sens pour moi d'être antisémite. Enfin, je me suis battu toute ma vie contre ça. Mais d'essentialiser comme ça les gens, alors que des gens comme moi, qui sont modérés, qui disent attention, n'ayez pas peur, c'est ce que je disais, différenciez-vous des gens qui parlent fort. Mais attends, je t'arrête. Alors attends. Tu es modéré, mais tes propos n'étaient absolument pas modérés. Tes propos, non, je te le dis. Pourquoi je t'ai envoyé un message? Mais pourquoi ils n'étaient pas modérés? Parce que tes propos étaient dingues. Entre nous, tes propos étaient dingues. Je te l'ai dit. On va rappeler ses propos. Alors. Si tu veux que. Non, mais globalement, enfin, en résumé. J'avais pris des notes tellement c'était dingue. Ah, moi j'ai tout dans ma tête, hein, j'ai pas besoin de notes. Hein. Non, mais je veux dire, d'abord, alors si on rentre dans le droit. Qu'est-ce qui vous a choqué? D'abord, tu parles de génocide. Ah oui, c'est ça qui t'a choqué. Non, mais c'est le premier point qui m'a choqué. Tu parles de génocide. Tu peux me définir ce que c'est qu'un génocide? Juste... Alors moi... Non, je te pose une question simple. Ne rentre pas... C'est une phrase... Je te pose une phrase simple et je voudrais qu'on réponde là-dessus. Je te réponds. Moi, je n'ai pas de définition morale. J'ai une définition juridique. Qui est c'est quelque chose de concerté, n'est-ce pas, par un État qui veut contraindre un peuple... Une décision concertée, oui. Qui veut contraindre un peuple par l'expropriation, la déportation, la famine, par toutes sortes de moyens, par aussi l'extinction de masse, qui n'est pas... Toutes ces conditions ne sont pas exclusives, elles sont cumulatives, elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Il suffit simplement même d'avoir l'intention de commettre un génocide pour être accusé de génocide. Alors attends, je vais au bout. Tu m'as posé une question. Je vais répondre. Je vais au bout de mon raisonnement, il va être très court. Vas-y, parce que... Si Benyamin Netanyahou est attaqué par la CPI, moi, le droit international, tu sais ce que j'en pense, c'est une politesse quand on a gagné la guerre. Le droit international existe. Alors, on ne peut pas dire le droit international, s'abriter derrière, et après dire il n'y a pas de génocide. Selon le corpus juridique en cours d'un point de vue international, le génocide est constitué. Que ça plaise ou non. Alors, c'est tout. Tu mettras en note, et je te dis seulement une chose, cette information est totalement fausse. Voilà, je suis... Écoute-moi bien. J'affirme, regarde, on va faire un truc. J'affirme que tu dis... Tu peux affirmer ce que tu veux, il est poursuivi. Non, excuse-moi, moi je te poursuis. Tu poursuis quelqu'un pour viol, pour meurtre, tu as dit c'est absolument pas constitué. Il y a une accusation qui est rigoureusement ridicule, et on va y venir d'où elle vient, cette accusation. Elle vient, je vais t'expliquer, elle vient... C'est Villepin qui a... Non, pas du tout, je vais t'expliquer. Qui a failli... Non, ça, elle vient de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui est un pays qui est devenu un enfer pour les Juifs et pour les Blancs, et qui est vraiment un pays surfinancé par le Qatar, qui a porté plainte pour le Qatar, et derrière ça, tu as un juge, Imran Khan, qui est le type qui a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre Benjamin Netanyahu. Non, si tu vas me laisser finir, je vais expliquer par rapport à ce que tu as répondu. Non, mais tu vas me dire le complot international. Pas du tout. Il n'y a pas de complot. Qui est un type qui était accusé de viol et qui a cherché ça pour s'en sortir. Maintenant, je vais répondre à ta phrase. Tu as dit intention, décision concertée de contraindre un peuple à la déportation, à la famine, à l'extinction de masse. Alors très bien. Alors j'explique. D'abord, extinction de masse, j'insiste bien, la population, dans les 19 mois ou 20 mois depuis que la guerre a commencé, a cru. C'est-à-dire que Gaza, le 7 octobre... Non, tu vas me laisser finir. Le 7 octobre 2023... Je sais pas d'où tu tiens... c'est officiel, ce sont des chiffres officiels. Oui, Julien Torres avait dit la même chose sur CNews avant d'être recadré. Jules Torres, c'est pas officiel d'où, de quoi? C'est rigoureusement faux. La population a... Moi, j'ai jamais vu ces chiffres. La première chose. Jamais vu l'OCDE qui dit... La deuxième chose, on parle... Donc, le Hamas, on prend les chiffres du Hamas, c'est quand même assez dingue. Il n'y a pas que Didier qui dit qu'il y a un génocide. Corroboré. C'est Didier, mais Didier ne fait que répéter. Encore une fois, c'est pas parce que tu répètes ce que tout le monde dit en boucle que tu dis... Pas ce que tout le monde dit. Ce que dit la justice internationale, ce que dit l'ONU, ce que disent les observateurs des ONG. Non, c'est faux. Encore une fois, je te demande, tu mettras en lien la décision juridique qui dit que c'est rigoureusement faux. Maintenant, la déportation, excuse-moi, en français, to deport, en anglais, comme je suis pas droit. C'est pour ça que j'ai dit l'expropriation. Non, l'expulsion et l'expropriation. To deport, je veux bien le mot. Ça n'a strictement rien à voir. Maintenant... Enfin, de leur territoire, là, en l'occurrence. Comment ?
Non, pour l'instant, ils sont dans Gaza. Excuse-moi, ils sont dans Gaza, ils vivent dans Gaza, sauf que... Non, mais quand on demande à des gens d'un territoire... de se déplacer au sein du département... de ce territoire, alors qu'ils sont issus de ce territoire, ça s'appelle comment ? Non, d'abord, on les demande de se déplacer. Juste une chose, si Israël voulait effectivement faire un génocide, ça ne prend pas 20 mois, ça prend même pas 2 jours, avec l'état des bombes dont il dispose. S'il voulait tuer les soi-disant 50 000 personnes qui ont été tuées, selon le chiffre du Hamas, sachant que là-dedans, il y a la moitié de membres du... Je vais te répondre sur chaque point. D'accord. Il y a la moitié qui sont des membres du Hamas, donc il y aurait 25 000 civils, ce qui ferait déjà un rapport de 1 pour 1, qui est le taux le plus faible dans toutes les guerres où les terroristes se cachent sous les civils. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si Israël voulait vraiment faire un génocide, comme on l'accuse, ça va très vite, c'est très facile. Or, et c'est ça quelque chose qu'il faut bien entendre, et je sais que tu es assez intelligent pour le bien l'entendre, Israël, son objectif clair et net depuis le début affiché, c'est 1, éradiquer le Hamas, 2, récupérer les otages. Le but du Hamas est d'obtenir, en faisant le moins de morts civiles, pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'en termes de communication, si on doit rester cynique, c'est très mauvais un mort civil. Maintenant, la deuxième chose, le Hamas, son but, c'est d'obtenir le plus de morts civiles en se cachant derrière les civils pour justement aller se victimiser. Maintenant, on va arriver sur un dernier point qui est le truc le plus grotesque qu'on a entendu, c'est l'histoire de la famine. Alors, excuse-moi, mais je pense qu'on est tous assez grands aujourd'hui pour regarder toutes les images qui viennent de Gaza. Très clairement, très franchement, regardez-les. Il n'y a absolument aucune famine dans Gaza et c'est visible à l'œil nu. C'est-à-dire que tu vois les gens qu'on voit filmer et les images qui sont diffusées sont tous gros, grassouillés. Je vais te raconter une histoire assez intéressante. C'est par exemple quand les Israéliens... C'est quand même grave ce que tu dis. Non, mais c'est factuel. C'est factuel. Ben, je te demande de m'apporter. Je vais t'apporter. Non, mais je te laisse finir. On a dit qu'on se coupait pas. Quand l'humanité... Mais je vais te répondre point par point. Quand l'humanité a mis un enfant décharné en couverture de l'humanité en mettant famine, il a été prouvé que cet enfant souffrait de la mucoviscidose. Donc la preuve qu'ils n'ont même pas pu trouver un enfant souffrant de la famine, qu'ils ont été obligés de prendre un enfant. Donc il n'y a pas de souffrance du côté du peuple palestinien d'après vous. C'est monstrueux qu'il y a une souffrance à Gaza, mais la souffrance, quand les gens disent « Free Gaza », oui, « Free Gaza from Hamas ». C'est-à-dire qu'en fait, il faut libérer Gaza du Hamas. Le jour où le Hamas, regarde bien, le jour où le Hamas baisse les armes, libère les otages, il n'y a plus de guerre, ça s'arrête à l'instant précis. Pour l'instant, je n'ai jamais vu un peuple génocidé ou en famine où les gens disent « Ah ben non, on a 50 otages, on les garde, c'est plus important de continuer à être génocidé. » Alors je te réponds. Attends, il a été en famine. Donc encore une fois, non mais il ne faut pas que tu fasses trop long. Parce non mais je vais faire très court. Ouais. Regarde une chose. Il y a 3 semaines, on nous a dit si les vivres ne rentrent pas dans Gaza, il va y avoir 20 000 bébés qui vont mourir dans les 48 heures. Encore un mensonge. Et j'ai eu un débat sur Sud Radio qui était très intéressant avec Alexis Poulain. Alexis Poulain, c'était très amusant, me dit oui, quand même, il y a des bébés qui sont morts de froid à Gaza. Je dis non, il n'y a pas de bébé mort de froid à Gaza. Pendant la page de pub, je dis mais écoute, prends ton téléphone, regarde la météo à Gaza. Il regarde, il me dit oh, putain, 20 degrés. Donc enfin voilà, donc toutes ces répétitions de mensonges répétées en boucle. Réponds. Alors Didier, réponds. Est-ce que il y a eu plus de 50 000 morts ? Alors moi, tu dis que je répète, j'écoute vos meilleures sources, même s'il n'est pas très futé, l'ambassadeur d'Israël en France qui a été auditionné à la commission sénatoriale et qui a dit à un sénateur, LR je crois d'ailleurs, « Monsieur le sénateur, je ne conteste pas les chiffres. » Alors je peux répondre à ça. Attends, non. Non mais je réponds juste à ça. Non mais tu on laisse d'abord j'ai entendu ses propos. Je t'ai pas interrompu. J'ai entendu ses propos. Il se trouve que j'ai quelques relations en Israël. J'ai envoyé cet extrait exactement, et je peux te dire, au ministère des Affaires étrangères israélien, la réponse que je peux te montrer sur mon téléphone après, c'est « Quel crétin !» Alors, d'accord. Donc voilà comment il est vu. Non, mais c'est un crétin. Alors, je vais t'y répondre. L'ambassadeur qu'est-ce qu'il avait dit exactement? On lui a proposé les chiffres du Hamas. Pour les gens. On lui a donné les chiffres du Hamas et il a dit « Je ne conteste pas les chiffres du Hamas ». C'est quand même un truc dingue. Faut pas trop... Alors, donc, il a dit, cet ambassadeur, en commission, qu'ils estimaient, Israël, Tsahal, avoir tué 25 000 terroristes. Et il dit oui, malheureusement, je reprends ces termes, il y a un tué civil pour un terroriste tué. Donc, monsieur le sénateur, je ne conteste pas vos chiffres de 54 000. C'est vrai. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit ça. Deuxièmement, je te réponds alors sur ce point précis, puisque tu fais une incise, pourquoi Israël n'ouvre-t-elle pas grand ses portes aux journalistes, de façon, puisque tu me concèdes le fait d'être intelligent,
et d'avoir des yeux et de connaître un peu mon métier, je puisse témoigner devant le monde entier, de dire voilà, moi, c'est pas le Hamas, c'est pas M. Netanyahou, c'est pas M. Rafovitch. Voilà, moi, ce que. Alors, je vais te répondre. Non, mais je vais te répondre, tu peux une question. Voilà ce que moi j'ai Je vais vu. te répondre. On m'empêche de faire mon travail. Je vais te répondre. C'est la première fois que dans une démocratie, on ne peut pas travailler, Alors, on ne peut c'est pas avoir la une première fois que tu couverture de la guerre. D'abord, j'ai pas vu beaucoup de Alors, journalistes. Attends, qu'est-ce qu'on a Alors, je vais te répondre. Qu'est-ce qu'on a On doit guerre a on commencé. doit croire M. Attends, non, mais je suis Netanyahou Attends, écoute-moi. ou M. Rafovitch. La guerre M. Rafovitch qui, sur BFM, quand on lui pose une question, dit « Attendez, vous avez élevé le ton, madame Attends, tu me laisses Vous répondre. avez élevé le ton, madame ?» Le 7 octobre. C'est pas possible, ça, tu vois. Le 7 octobre 2023, la guerre a commencé à Gaza. Il se trouve qu'en octobre 2023, la guerre a commencé au Soudan. Au Soudan, il y a 100 000 morts. J'ai pas vu de journaliste se précipiter pour C'est vrai. Donc, mais juste pour finir. Non, mais juste pour finir. Les massacres Non, mais- se cumulent. Non, Ça je vais te dire un truc. ne s'efface pas. Didier, juste une chose. Ils s'additionnent, malheureusement. Je suis comprends d'accord ce que- avec toi. Mais je vais t'expliquer un truc. Il y a une expression en anglais qui se dit « No Jews, no news ». Si les Juifs ne sont pas impliqués dans un sujet, ça n'intéresse pas les informations. Maintenant, pourquoi les Israéliens ne laissent pas rentrer les médias dans un territoire de guerre, dans un territoire avec une dictature féroce comme est celle du Hamas? Tout journaliste qui serait sur place, et je vais te donner juste un exemple précis, par exemple, ce qui se passe en Iran, tout journaliste qui serait sur place serait obligé de ne faire que reporter la propagande du Hamas. Regarde, je prends un exemple d'un journaliste français qui s'appelle Siavosh Ghazi. Il y a des gens, Laisse-moi excuse-moi, dans ce métier. Non. Moi, j'ai couvert, Non, quand non. j'étais grand Pas à reporter, Gaza. Pas à Gaza. des grands reportages de guerre, etc. Jamais personne m'a dicté, Ok. et je n'ai jamais pris un Hummer pour traverser le désert. Hein. Ok, attends, laisse-moi finir. Moi, Desert Storm, ça m'a laissé froid comme de la pierre. Hein. Laisse-moi te donner un exemple. Parce qu'il y a journalistes et journalistes. Ok, Il y a des laisse- gens qui aiment bien faire des voyages de presse. Moi, j'ai jamais fait un voyage de presse. Regarde une chose. Les chaînes, il y a 2 chaînes qui prennent un correspondant à Téhéran qui s'appelle Siavosh Ghazi, c'est BFM et LCI. Il le laisse parler et lui, on voit bien qu'il ne fait que dire ce que le gouvernement des mollahs sur lequel le gouvernement des mollahs ne risque pas de lui taper sur les doigts. Donc il dit oui, voilà, il y a des gens qui ont été frappés, il y a des bombardements, etc. Il est sous la menace constante, permanente, lui et sa famille, des mollahs. Donc il va rien dire qui va gêner les mollahs. Donc c'est Là, on est sur un complètement autre sujet. Hein. Non, mais c'est un autre sujet. Oui, oui. Mais ce qu'il faut comprendre, mais Gaza Restons qui est sur encore Gaza, pire. parce que- Mais Gaza J'aimerais qui qu'on est- reste voilà, sur Gaza. Mais Gaza qui est Alors, encore pire. Gaza qui est encore pire. Et j'ai encore une fois, là par exemple, il y a un truc qui me fait mourir de rire. On nous explique que par exemple, et vraiment mourir de rire tellement c'est grotesque. Il y a 200 journalistes palestiniens qui sont morts à Gaza. Non, ce sont 200 membres du Hamas qui ont mis un gilet presse sur le dos et qui en même temps allaient poser des explosifs et qui sont morts. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Donc, c'est que t'as le vu- fruit de mise en scène, quoi. À chaque fois qu'il y a des C'est pas qu'une gens seule présentés c'est- comme des journalistes ou des enfants qui Non, sont non. assassinés ou tués, c'est pour vous de la mise en scène. Non, assassiner, c'est autre chose. Assassiner, c'est une intention. Non. Tous les Et là, il n'y a enfants pas morts, d'intention. aucune intention. Tous les enfants morts à Gaza sont des enfants qui sont morts par accident des dommages collatéraux. C'est une Non, mais attends, alors. Ce qu'il faut bien comprendre une chose. Moi, tu c'est- vois, je te Attends, réponds là-dessus. Attends, non, mais je finis juste ma phrase. Vas-y. Israël n'a strictement aucun intérêt à tuer des civils à Gaza. Si c'était leur intérêt et leur volonté, on ne serait pas, si on prend les chiffres du Hamas pour faire plaisir à l'ambassadeur intelligent, on ne serait pas à 50 000, on serait à 500 000 morts. C'est très facile. D'autant plus, comme tu dis, il n'y a pas de journalistes sur place. Donc lui, oui, le but d'Israël, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins possible de civils tués. Et le but, encore une fois, Mais d'Israël... Tsahal mène une guerre. Alors, quand bien même on ne parlerait pas de génocide, il n'y a pas de crime de guerre commis. Il y a des limites, selon vous, posées C'est-à-dire, par alors, Tsahal dis-moi, dans le... qu'est-ce que tu appelles... Non, mais je vous pose la question. Est-ce qu'il y a... Mais moi, je pose la question encore une fois. Tu sais, on entend toujours répéter crime de guerre contre l'humanité, etc. Génocide, famine. Encore une fois, on peut démontrer ça. Éliminer totalement le Hamas, c'est réaliste, ça. Vous êtes sûr qu'on... Alors, je pense que éliminer le Hamas, c'est un objectif qui est précis. Je pense que ce qui est en train de se passer en Iran, on pourra faire le lien, qui est quand même le donneur d'ordre avec le Qatar du Hamas. Je pense qu'affaiblir l'Iran à ce point-là risque d'affaiblir le Hamas et permettre la libération des otages. Et encore une fois, j'insiste bien, comment expliquer, si ce peuple vivait un tel martyre, que les Gazaouis gardent 53 otages morts et vivants dans leur tunnel, alors qu'il suffirait de les rendre pour que ça s'arrête. Je te réponds. C'est quand même dingue. Je vais te répondre sur ce point C'est précis. quand même dingue. Où on a un point d'accord, c'est que je ne pense pas que le Hamas représente la population palestinienne dans son ensemble. Il a été élu majoritairement. Alors, il a été élu majoritairement. Pourquoi ? Parce que tu sais comme moi que Mahmoud Abbas, et avant lui, quand même, l'autorité palestinienne, qui n'a d'autorité que le nom, était gangrénée par la corruption, qu'elle n'a jamais
Et pas le Hamas qu'elle a fait des choses, jamais fait des choses extraordinaires quand même pour son peuple, c'est le moins qu'on puisse dire, et que le Hamas, en tenant un discours avec tous les accents, évidemment, hein, quand tu n'es pas défendu, que tu estimes être colonisé, etc., qu'on vient te piquer ta terre. Ah non, attends, à Gaza, il n'y avait pas un juif dedans. Attends. Gaza, les Israéliens sont tirés jusqu'au dernier, donc je ne parle pas de colonisation à Gaza. Je parle en général, c'est parce qu'on ne peut pas peut pas séparer de la Cisjordanie et Gaza. Il y a aussi des gens, on voit que quand même ça a été beaucoup, les gens ont été isolés. Je ne dis pas parqués parce qu'on va me dire que le mot est mal choisi. Mais on ne peut pas dire que... Il y a deux frontières, il y a l'Égypte et Israël. Israël aussi a bloqué parce qu'il ne supportait pas le terrorisme. Oui, d'accord. On peut dire aussi que l'Égypte n'a pas beaucoup aidé Gaza, et on sera d'accord là aussi. Mais pourquoi ? Parce que ce qui s'est développé... Non, mais je voudrais juste finir là-dessus. Ce qui est très important, ce qui s'est développé à Gaza, c'est du super-terrorisme dangereux. Et juste une chose aussi très importante. N'oublie pas une chose, les Israéliens ont proposé, et j'insiste bien sur ce chiffre, 5 millions de dollars pour chaque otage sur lequel on donnerait une information pour le faire sortir, pour libérer. 5 millions de dollars à tout Palestinien qui donnerait, en lui offrant en même temps exfiltration de Gaza avec toute sa famille et relocalisation dans n'importe quel pays occidental. Et là, pour te dire à quel point le Hamas est vraiment dans la tête de tous les Gazaouis, c'est qu'il n'y a pas un otage qui a été libéré grâce à ces 5 millions de dollars. C'est qu'il n'y en a pas un qui s'est dit, si vraiment tu vis l'enfer, comme ils disent, dans un enfer, en famine, on te dit, je te donne 5 millions de dollars, tu pars vivre à l'extérieur, à l'étranger, et tu pars pas, c'est que vraiment, les mecs, ils sont endoctrinés jusqu'à l'os. Allez, je te réponds. Il y a beaucoup de gens sur Terre qui ne sont pas achetables et qui sont prêts à mourir sur leur terre avec leur père, leur mère et leurs enfants, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Et ça n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est que quand on est attaché à une terre, quand on est attaché à un lieu, moi tu peux me donner tous les milliards de dollars que tu voudras, je te ferai un bras d'honneur. Toi, mais je te parle pas de ça. Moi, je te dis que quand je dirais au gouvernement qui veut faire ça, d'avoir de l'humanité, de libérer. Gardez votre argent. Allez vous faire foutre. Passez-moi sur le corps. Libérer si vous voulez que je parte. Passez-moi sur le corps. Libérer un bébé de 1 an, le petit Kfir Bibas, le bébé de 1 an qui a été égorgé à main nue, qui a été tué à main nue. Comment tu peux accepter ça ? Mais je ne l'accepte pas. Et ben donc voilà. Donc je te dis que ça se cumule. Sont capables de garder en otage des gens comme ça. Je te dis. Moi, je ne suis pas dans la moralité. Ah bah moi un peu quand même. Non, je dis que toutes les exactions et tous les massacres se cumulent. Et je ne suis pas manichéen, je ne dis pas le bien. Je sais, ils comme sont toi, justifiables ou pas ? Non, aucun massacre n'est justifiable. Et je dis simplement qu'il y a des ONG qui ont manifesté. On a vu que quand même, Tsahal dit, alors attends, quand Tsahal dit, voilà la distribution de médicaments, voilà la distribution de nourriture, etc., il y a eu 3, 4, 10 fois... Ça s'est passé ces dernières semaines où les gens sont pilonnés par l'armée. C'est faux. Ça, c'est un mensonge. Encore une fois, alors je te le demande. C'est documenté. Mais non, c'est faux. C'est documenté. Non, Didier, tu répètes les mensonges de LFI. Mais c'est donc tu répètes les mensonges. Je m'en fous de. Qu'est-ce que LFI a à voir là-dedans ? Non, mais parce que c'est LFI qui balance les trucs. Il y a tout c'est totalement faux. Il y a toute une série d'articles dans Le Monde dont on ne peut pas dire. Mais si. On peut pas dire que Le Monde. Mais Le Monde, c'est devenu un ramas. Le Monde, c'est quoi ? C'est devenu un ramas. C'est LFI, Le Monde. C'est au-delà d'LFI. Le Monde, mais tu ne te rends pas compte. Tu lis plus Le Monde. Le Monde, c'est le système. Non, mais pas du tout. Le Monde, c'est toute cette LFI, Le Monde. C'est LFI, c'est au-delà de LFI. Mais tu rigoles. C'est cette engeance. C'est vraiment, c'est les pires. Je demande à tout le monde. Non, mais c'est faux. On mettra les liens. Mais encore une fois, mais c'est pas ce que moi je dis. Mais non, mais ce que tu dis est faux. En même temps, sinon vous ne comprenez pas. C'est pas moi qui dis ça. Parce que chaque fois tu me dis ce que je dis. Mais parce que tu as et tu me dénies le droit de penser par moi-même et d'avoir forgé mon opinion. Alors, c'est aussi mon métier. Il y a parfois de la propagande. Je trie le bon grain de livret, je n'accepte pas tout. Je passe ça au tamis de mon cerveau, de ma petite expérience du journalisme, de la géopolitique, etc. Et je me dis, bon, ça c'est plausible, ça c'est pas plausible. Et je multiplie les sources. Mais non, puisque tu m'as répété tout à l'heure famine de façon absurde, génocide de façon absurde, alors qu'il n'y a ni famine, ni génocide, et ça a été prouvé. Tout le monde a averti qu'il y avait 4 stades dans la famine, qui avait 100 000 personnes au stade 5, 1 million au stade 4, etc. Sors tes liens avec des sources. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est les programmes de l'ONU. Non, mais c'est faux. Mais tout est faux. Mais non, mais on a vraiment face à nous, excuse-moi de te dire, on a face à nous. Et tu sais ce qui m'inquiète, moi, c'est par rapport à la France. Parce que nous, quand on sera... Attends, laisse-moi finir. Quand on sera encore confronté au terrorisme, on aura à faire dire... Quand tu auras des mecs de Seine-Saint-Denis... Mais si chaque fois ton seul argument de dire... Tu vois, un moment, c'est comme les gens qui disent « tout le monde m'en veut ».
Non. Si tu dis que tout ce que disent les ONG, l'ONU, Ça dépend quoi. le droit international, les pays libres, les observateurs indépendants est faux, mais à ce moment-là, on débat mais plus. non, mais il suffit de tu dis regarder. c'est faux. Encore une fois, tu parles de famine. Regarde, quand C'est j'étais pas avec moi Alexis qui parle. Poulain, C'est quand j'étais l'ONU. avec- Non, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est l'ONU qui a Non. dit si Quand vous je parle... Attends, si non. vous n'ouvrez pas l'aide alimentaire, et tu vas me dire que les camions ont été attaqués, bloqués par le Hamas, ce qui est possible, Mais ce c'est qui pas est ce que c'est possible. factuel. Mais c'est pas seulement ça. Je dis Quand simplement- on parle, non, mais quand on parlait par exemple, de bébés morts de froid, on a prouvé qu'à 20 degrés, on peut mourir de on froid. peut toujours Quand on parle de prouver. famille, je dis à tous les gens qui nous regardent, allez voir les images des gens de Gaza, regardez la télévision. Quand on les voit aux distributions, ils sont tous gros. Ils sont tous. Écoute, ils sont moi j'ai tous, vu des excuse-moi, images ils sont en IMC d'enfants extrêmement ouverts en deux. supérieurs. Je regrette d'avoir vu Non, ces non. images parce Excuse-moi, qu'elles me Emma. hantent. Et comment tu Parce sais qu'elles me quelles hantent. sont tes sources Quelle est la preuve qu'elle vit que ça Mais vient de là-bas quelle est la Tu sais preuve très bien- mais J'ai non, vu mais- des gens courir, Mais tu ne démembrer. sais pas si ça vient pas de Syrie. Oh, Dans Philippe, les vous pouvez rues. pas nier que toutes les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux, excuse-moi, tout n'est Philippe, pas faut- faux. J'ai J'ai pas pas dit tu peux toutes les pas tout raisons. nier. Je dis simplement une chose que Toutes la les plupart. photos épouvantables de victimes côté Mais encore une fois, Palestine. encore une fois, Vous dites que les tout est images- faux. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux, je ne fais absolument aucune confiance là-dessus. C'est pas les réseaux. En je parle revanche, pas des non, non, réseaux sociaux. Moi, je parle. Les Non, réseaux non. Moi, ce qui m'importe bien, c'est des informations sourcées. On s'est aperçu sur Sourcés chaque par fois. qui Sourcées en Par général. Israël Non, non, sourcées. Si quand t'as on qu'une voit- source, c'est facile. Non, non, hein. mais quand on prend l'exemple, dis, c'est, on prend l'exemple de l'humanité pour oui. montrer la famine, ils n'ont pris qu'un seul enfant qui souffrait de la mucose, ce qui prouvait qu'il n'y en a pas de Mais famine. tu peux pas Cela faire une strictement- loi générale d'une erreur non, mais c'est pas une iconographique erreur. ou même C'est pas d'une une erreur. manipulation. Ça n'est Peut-être pas qu'il y a une une erreur. manipulation, je sais Ce n'est pas. pas une erreur. Libération, on ne peut comme pas, le monde, Philippe, comme l'humanité, Philippe, sont des On médias ne peut pas qui ont avoir. basculé, j'insiste bien, On qui ne ont peut pas avoir basculé dans la raison haine. tout le temps contre tout le monde. Quand Mais- les gens, il peut y avoir un complot Mais il y a de pas de 12 complot. personnes. Quand tu as Enfin, un vous pouvez pas complot, dire non plus qu'en ce moment, Non, on mais mange tu peux bien pas en avoir- Palestine. attends, Vous avez- juste- vous irez jusqu'à Tu dire peux ça. pas- Enfin, attends, si je vous voudrais voulez dire finir. ça. chose. Vous À voulez Je Gaza, voudrais finir. Tout le monde a là-dessus. de quoi manger à Gaza. Aujourd'hui, c'est factuel. Et encore une fois, avec l'installation de la fondation américaine qui a diffusé, je crois, 20 millions de repas encore la semaine dernière à Gaza, ce qui dépasse totalement la nécessité. Mais encore une fois, je vous demande de regarder les images. Il y a eu récemment, je crois que c'est sur LCU, un reportage qui devait faire au moins 30 minutes sur la soi-disant famine à Gaza. Ce qui m'a fasciné, c'est que le journaliste de LCI était mais vraiment obèse. Il était là, il parlait, oh là là, on crève tous de faim. Les gens qu'il filmait étaient tous gros. Et chose intéressante, chaque fois qu'on voyait des gens qui marchaient, qui étaient à la plage, ou choses comme ça, ils étaient vraiment adipeux, obèses. Donc c'est encore une fois, j'insiste bien, il y a beaucoup non, de il n'y a gens- pas de famine à Gaza, c'est un mensonge, c'est une pure et Il y a simple beaucoup de propagande. gens, des chirurgiens de guerre, qui sont des humanitaires. Hein. Ils font ça. Ils sont Non, il y sont a un pas propagandiste Attends, laisse-moi ça fait finir. Raphaël On Pitti. laisse terminer Attends. Didier Maistre. des gens qui pourraient être chirurgiens à Neuilly, à Paris, et se faire 30 000 balles par mois, il n'y a pas de problème. C'est des gens qui prennent sur eux, sur leur engagement, qui vont dans des lieux pour essayer de soulager la misère humaine. Moi, je connais ça, c'est un sentiment que je peux ressentir, et peut-être que dans la dernière partie de ma vie, c'est ce que je ferai, de l'humanitaire. Peut-être, on verra. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, moi j'en ai vu, j'en ai interviewé, on en a vu dans les médias, les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Des gens de notre âge, des mecs qui ont 50, Est-ce qu'on peut encore parler de frappes ciblées à Gaza, selon vous, 50, Didier 60 balais, qui te disent « j'ai amputé des enfants sans anesthésie à vif, Alors, j'ai coupé des jambes à vif, on est père, tu es père ». Admettons que tu as raison. Quand même, admettons que tu as raison. Philippe. Admettons que tu as raison. Pourquoi, sachant qu'en libérant les 53 otages, la guerre s'arrête, les Israéliens se... Pourquoi ils ne font pas ça? Tu vois bien que ça n'a Parce strictement que- aucun... Mais parce excuse-moi, que ils ont besoin de ces otages. Parce que le Hamas et la population gazaoui n'est pas directement reliée, et je suis d'accord avec toi, c'est ce que je t'ai dit, et les mots ont un sens, et les nuances aussi. Ce que fait le Hamas, quand on dit qu'elle a pris en otage la population gazaoui, je suis d'accord avec ça. Donc, J'étais il faut le bien- premier, donc moi, il faut bien libérer Gaza du le Hamas. 7 octobre, j'étais le premier, et tu le sais, à m'élever contre un certain nombre de mes amis qui n'avaient pas fait la part des choses. J'ai dit, mais attendez, là, respect absolu, il y a pas de... On parlera dans 48 heures, dans 72 heures, il y a un acte terroriste comme jamais Israël ne l'a connu, on se tait, on pleure les victimes. Parce que toutes les victimes, et les images qu'on a vues, elles sont terribles, les femmes démembrées, violées, etc. Les gens abattus dans des festivals, ce festival de musique, avec des gens, des kibboutz, qui étaient en plus favorables à la solution à deux États. Ce n'étaient pas des gens d'extrême droite, c'était des gens progressistes, un peu naïfs peut-être, qui disaient on est tous frères, on va vivre, on va danser là, justement pas loin de la Palestine, pour montrer qu'on est amis. Est-ce que je l'ai nié ça? J'étais le premier à le dire, et j'ai dit,
si vous n'acceptez pas ça, un certain nombre de mes amis... Mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire mais il fallait... C'était une erreur politique. Il y a un temps pour le deuil, un temps pour la souffrance, et un temps ensuite pour... il fallait pas réagir, selon vous ? Non, un délai de décence. On pleure les morts d'Israël. Mais alors qu'aurait dû faire Israël à ce On moment-là pleure... pour récupérer ses alors otages. attends, je vais y venir. Qu'aurait dû faire Israël ? C'est facile, quand on a le cul sur une chaise comme moi, comme nous tous, de dire il faut, etc. Il y a beaucoup de gens qui avaient alerté en disant, et notamment des Américains, en disant ne faites pas la même erreur que nous avons fait après le 11 septembre. Mais tout ça à parole verbale. Évidemment qu'il t'arrive ça, et tu es bien placé pour le savoir, parce que tu es discret là-dessus, tu as perdu 3 membres de ta famille, je le sais, dans ce 7 octobre. Donc tu es quand même un petit peu autorisé à parler. Pour moi, ça c'est un drame absolu. Et donc je pense, pour répondre à ta question, qu'il y a un temps pour la souffrance, un temps pour le deuil, et après un temps pour l'analyse politique. Si on fait tout de suite l'analyse politique à chaud, quand les gens sont encore en train d'agoniser, finalement, on peut être accusé après de maladresse ou d'antisémitisme au nom de l'antisionisme, parce qu'il y a aussi un antisionisme qui est un antisémitisme déguisé. Je ne l'ai jamais nié, j'étais le premier à le reconnaître. Vous pensez ça aussi, vous, Philippe ? Alors attends, c'est je finis. Je n'ai pas dit tout l'antisionisme. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est ce que je disais aussi dans ma vidéo, ce que j'essayais de dire, peut-être maladroitement, je disais, laissez parler ces gens-là qui excusent tout le temps, qui disent que non, c'est une armée morale, que c'est une armée éthique, qu'ils n'assassinent pas, qui ne font pas de génocide, qu'il n'y a pas de crime contre l'humanité, qu'il n'y a pas de crime de guerre, que c'est des frappes chirurgicales. Si on laisse que ces gens qui parlent fort, qui parlent très fort et qui se débinent parfois, finalement, après, ça fabrique de l'antisémitisme. Moi, c'est ça que je dis. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends parce qu'en fait, encore une fois, tu vois, on parle d'un État qui s'appelle l'État d'Israël. Il se trouve que je suis juif, que j'ai de la famille là-bas, comme tu l'as dit, et qui a été frappé et touché très durement. Mais en fait, si Israël, et tout à l'heure tu as parlé de Netanyahou, tu as parlé du gouvernement israélien, moi je ne parle que du gouvernement israélien, et contrairement à ce que tu penses, mon analyse est que ce gouvernement est plutôt un gouvernement de centre-droit, avec peut-être quelques ministres qui sont plus à droite, mais c'est un peu comme quand François Mitterrand a été élu en 80, il avait 4 ministres communistes. On n'a pas dit que c'était un gouvernement communiste, c'était le gouvernement socialo. Ok, bon, on en parlera. Maintenant, mais donc voilà. Donc, notamment avec les 22 colonies en Cisjordanie. Mais il n'y a pas de colonies. Et une extrême droite. Il n'y a pas de colonies en Cisjordanie, ça n'existe pas. Tu as entendu là, je ne sais plus colonie. comment il s'appelle, ce ministre là. Il fait peur, quoi. Je veux dire, c'est quand même un suprémaciste. Non, il n'y a pas de suprémaciste. D'accord. Il n'y a pas de suprémaciste. Non, mais encore une fois, ce que je veux vraiment bien être précis par rapport à la situation à Gaza, il n'y a pas de... Alors, encore une fois, à la fin de la guerre, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, à la fin de la guerre, on verra effectivement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a une situation qui est simple. Si aujourd'hui Israël pose les armes, Israël est mort. On l'a vu avec les missiles iraniens qui sont tombés sur Israël. Et heureusement qu'il y avait le système d'hommes de fer, il n'y a eu que 25 morts. C'est énorme, il n'y a eu que 25 morts. Si le Hamas pose les armes et rend les otages, il n'y a plus de guerre. La situation est simple. Ça fait 70 ans que c'est comme ça. Je rappelle une chose. À l'époque, en 1967, c'est-à-dire avant la guerre des 6 jours, Gaza était 100% contrôlé par l'Égypte, et ce que tu appelles la Cisjordanie était 100%, jusqu'à Jérusalem, était contrôlé par la Jordanie. Absolument. Les Arabes locaux n'ont jamais demandé à créer un État. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé avant ? Avant la guerre des 6 jours, les Arabes... On apprend que selon le Wall Street Journal, Israël serait déjà en manque de missiles intercepteurs, justement. Actuellement, oui. Mais heureusement, c'est pour ça qu'ils vont très loin sur le territoire iranien pour aller détruire les batteries de missiles qui sont dangereuses. Voilà. Mais seul un avion d'ailleurs américain peut aller aussi profondément. Là-dessus, on pourra y revenir. Voilà. Mais donc voilà. Donc avant 67, il n'y avait pas d'Israéliens ni à Gaza ni dans ce que tu appelles la Cisjordanie. Pour autant, les Palestiniens n'ont jamais demandé à créer un État. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et j'insiste bien là-dessus, les Arabes ont essayé de détruire Israël au premier jour de son indépendance, à la déclaration d'indépendance, pour détruire Israël avec tous les moyens essayés. Quand ils se sont aperçus qu'ils n'y arrivaient pas par des moyens conventionnels, ils ont essayé par le terrorisme. Et ils ont essayé en créant ce que je pense être un peuple fictif. C'est-à-dire que si tu vas à Gaza, si tu vas à Ramallah, ce ne sont pas les mêmes gens, ils n'ont même pas la même apparence, ils n'ont même pas la même culture. Et en fait, on sait très bien que les gens qui sont à Gaza sont principalement des gens qui viennent d'Égypte et du Soudan, okay, et que les gens qui viennent de Cisjordanie, je te rappelle encore une fois, au niveau du partage historique de ce qu'on appelle la Palestine historique, la Jordanie était
partie de la Palestine historique. Attends, j'insiste bien, je finis. Après, j'insiste bien. Faisait partie de la Palestine historique. En 1923, qu'est-ce qui s'est passé? Les Saouds ont pris l'Arabie Saoudite et on a pris le shérif de la Mecque, donc l'arrière-grand-père du roi actuel, et on l'a monté de 1500 km et on l'a mis à Amman et on lui a donné un royaume. Sauf que, et j'insiste, c'est très important de comprendre sur l'histoire. Et ce qui a donc été, il est allé donc sur le territoire de la partie arabe qui aurait dû être la Palestine. Sauf qu'il a créé un royaume de Jordanie. La chance aujourd'hui, c'est que son fils, il l'a fait avec une palestinienne, donc une locale, et que donc son fils sera effectivement roi de Jordanie ou roi de Palestine. Donc on connaît la solution. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait un petit peu, quand on allait un petit peu plus loin, on sait très bien où il est, l'État palestinien. L'État palestinien est en Jordanie, là où il y a 70% de la population, et tout le monde le sait. Que les gens qui vivent dans ce que tu appelles la Cisjordanie, et ce que l'ONU appelait dans sa résolution 181, même pas la Judée-Samarie, mais la Samarie et la Judée, qu'il y ait des liens ensuite avec la Jordanie, c'est une chose certaine. Mais je peux dire une chose très clairement, comme je l'ai dit à des ministres en France, des anciens ministres, des anciens premiers ministres, je leur ai dit, arrêtez avec votre histoire de 2 États pour 2 peuples, on sait que ça ne marche pas. L'État palestinien a été testé à Gaza. C'est ce qu'a essayé de faire Sharon. Vous ne voyez pas cette hypothèse? Attends, juste, il a été testé à Gaza, on a vu ce que ça a donné. Non mais bon, d'abord, je ne conteste pas l'histoire, et on peut même remonter, sans aller très loin, on ne va pas remonter aux Cananéens, par exemple, parce que ça serait assez intéressant d'ailleurs de voir d'où viennent tous ces gens. Vous considérez que tout a commencé le 7 octobre là, Non, non, tout a commencé, si on regarde les textes bibliques ou apocryphes, ou ça a commencé avec les Cananéens en Égypte, 3000 ans avant Jésus-Christ, et ça a commencé, si on va aller plus loin, avec Lucie, l'Australopithèque, hein, parce qu'on est tous les membres. On est mal là, si on doit remonter. Non, mais je veux dire, à un moment, on est tous les membres d'un même corps, on appartient, on ne possède pas une terre, c'est la terre qui nous possède. Hein. Si on ne comprend pas ça, on a un problème avec l'humanité. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Avec son voisin, évidemment. Moi, je pense évidemment ça. On est poussière, on retournera à la poussière. Et donc, finalement, si on ne va pas trop loin, on remonte, mettons, au début, on remonte 100 ans en arrière, ça s'est joué sur un coup de dé. Hein. C'était la Grande-Bretagne, qui était la première puissance mondiale à l'époque, qui avait besoin d'argent, et qui a dit, on fait un bout de papier. Vous considérez que la terre d'Israël est légitime, vous, ou pas, Didier Messi? Mais ça ne veut rien dire, légitime. À un moment, tout le monde... Jusqu'où on va moi, je pense que peut-être que cet État d'Israël a été mal pensé au début. Quoi. Je veux dire, à un moment, de le faire comme ça, sur un coup de dé, mais comme a été... Non, mais parce que c'est quand même... 3000 ans, ça fait 3000 ans qu'il y a des Juifs sur place. 3000 ans, il y a toujours eu une majorité juive. Avant l'invasion jordanienne, il y a toujours eu une majorité juive et chrétienne, parce que j'insiste bien, juive et chrétienne, à Jérusalem. Il y a toujours eu une majorité juive sur cette terre et chrétienne, encore une fois, j'insiste bien. C'était une terre de désolation qui était un marécage. Je vais être très modeste, si j'avais la solution pour faire cohabiter ces peuples, personne ne l'a, la solution. Mais regarde, il y a plus de 50... Est-ce que tout le monde est légitime? Tout le monde est légitime, je te réponds. La taille d'Israël, c'est globalement l'Île-de-France, hein, pour faire simple, pour faire large. Absolument. Ou l'État du New Jersey pour nos amis américains. Il y a 50 pays arabes qui sont en territoire, je sais pas, et musulmans, qui sont 500 fois plus gros que l'État d'Israël. Est-ce que les Israéliens qui étaient là, comme je le dis depuis 3000 ans, qui ont refait, comme on dit, fleurir les airs, qui ont installé... Tu prends l'image de Tel Aviv qui a été créée. Il y a Tel Aviv qui a été créé, qui était des dunes. Mais il y avait strictement rien. Tu comprends que ce lieu qui est le foyer de tous les monothéismes, des 3 monothéismes. Faux. On oublie l'islam. Ah mais oui, je vais te dire parce pourquoi. que c'est le 3e lieu sacré, etc. Non, je vais te dire pourquoi c'est faux. Je vais te dire pourquoi c'est faux. Parce que d'abord, quand tu prends le foyer de l'islam, c'est la Mecque et Médine. Mais quand tu prends l'islam, juste une chose, prends un dictionnaire du début du XXe siècle, c'est-à-dire en 1910, tu prends Larousse, il y a écrit Jérusalem, ville sainte pour les chrétiens et les juifs. Et il y a toujours eu les chrétiens et les juifs. Maintenant, c'est autre chose. Qui faisait les dictionnaires Attends, mais... Je te réponds. Non. Et moi, j'ai un ouvrage qui s'appelle Palestine. C'est l'histoire du photochrome, quand il y a eu la mode de l'orientalisme, on va dire dans les années 1850, et que tous les photographes du monde entier affluaient dans cette région du globe qui était, je le rappelle quand même, l'Empire ottoman.
l'Empire ottoman. Qui avait conquis toute la région. Mais on peut toujours, moi, tu sais, l'histoire, c'est une de mes passions, donc on peut toujours remonter. Par rapport à Jérusalem, qui est très important, quand la Jordanie contrôlait Jérusalem, il n'y a jamais eu un chef d'État arabe ou musulman du monde qui est allé se recueillir, soi-disant à Jérusalem, soi-disant ville sainte de l'islam. La ville a été laissée à l'abandon. On a les images où on voit les détritus partout. C'est une ville totalement à l'abandon. Maintenant, chose intéressante. Comment aujourd'hui, depuis la reconquête de Jérusalem par les Juifs en 67, comment a été créé ce mythe? On nous explique que Mahomet, j'insiste bien là-dessus, et c'est très important. Mais tout est mythe, hein. Tu sais, dans la religion, tout est mythe. Oui, mais là, on va encore plus loin. Parce qu'il y a la religion, là, tu verras à part Pascal qui nous dit il faut croire en Dieu, faites le pari. Non, mais tu verras qu'il n'y a pas d'archéologie. C'est par essence un mythe. Tu verras qu'il n'y a pas d'archéologie possible, alors qu'il y a une archéologie à Jérusalem. C'est une croyance. Non, mais c'est révélé. C'est pire que ça. C'est révélé. On ne peut pas le prouver. Laisse-moi finir. On t'explique que Mahomet, dans un rêve, sur un cheval ailé, a rêvé qu'il se volait au-dessus de Jérusalem et qu'il passait au-dessus de Al-Quds, la mosquée la lointaine. Alors, deux choses. Un, moi, je peux rêver ce que je veux. Je peux rêver que j'ai racheté LVMH demain. C'est pas pour autant que c'est à moi. Donc, c'est un rêve, ok. La mosquée, il n'y avait pas de mosquée au moment où il y avait Mahomet. Donc voilà. Donc non, mais toute religion est une tentative datée d'explication du monde. L'islam a été écrit pour des Bédouins. Alors attends, je te réponds. Non, mais il y a de l'archéologie en Arabie Saoudite. Je te réponds. Il y a de l'archéologie chrétienne à Jérusalem. Je te réponds. Toute religion est une explication datée du monde en fonction du lieu, des circonstances. Et je pense qu'il faut prendre ça au deuxième degré. C'est pas la foi, il y a un peu la foi du charbonnier, mais c'est une vision symbolique du monde. Évidemment, le buisson ardent, les tables de la loi. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, sont des visions, sont des interprétations. Les anges, les archanges, le paradis, l'enfer, le purgatoire, pour la religion chrétienne, etc., etc. Les 70 vierges, tout ça, ce sont des visions humaines. Dans certaines traditions, comme la tradition catholique, chrétienne, il y a eu des exégèses, des gens qui ont écrit, et on va dire que avec la papauté, certains textes ont été canonisés, ont été acceptés, et d'autres ont été déclarés apocryphes. Pareil pour les Juifs, c'est encore plus compliqué, la Torah, les interprétations, etc. L'islam, c'est plus aride, c'est Dieu qui parle directement aux fidèles. Ça reste une histoire racontée à des hommes, par des hommes et pour des hommes. Mais il y a de l'archéologie. Va à Jérusalem. Mais bien sûr qu'il y a de l'archéologie. Va à Jérusalem, c'est bourré de signes chrétiens, c'est bourré d'archéologie chrétienne, c'est bourré d'archéologie. Et je rappelle encore une fois, parce que parfois ça m'amuse, mais si Jésus était... On allait remonter dans le temps, aujourd'hui Jésus, tu le considérais comme un colon, parce que où il est né à Bethléem, donc en Samarie, donc qui est quand même incroyable, donc ce qu'aujourd'hui tout appelle la Cisjordanie, c'était un juif religieux avec une barbe et qui était entouré de rabbins. C'est quand même très impressionnant de se rappeler de ça. Et quand on voit... C'est sûr qu'il a plus cette tête-là qu'un blond aux yeux verts qu'on nous raconte. Après, Colomb, je rappelle quand même qu'il n'avait pas de maison et qu'il a passé son temps à errer pour faire un peu école, qu'il était pieds nus et que c'était le premier babacool. Les amis, voilà pour l'histoire. J'aimerais qu'on vienne au sujet d'aujourd'hui, ce qui se passe au Proche-Orient. Moi, j'aimerais rebondir sur tout à l'heure ce que disait Philippe Karsanti, qui s'indignait en effet qu'on puisse taxer de génocide, ce qui, selon lui, n'en est pas un. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même, Philippe Karsanti, critiquer la politique d'Israël ou de Netanyahou sans être immédiatement taxé d'antisémite? Alors, objectivement, c'est pas seulement c'est compliqué. On doit critiquer, comme on doit critiquer tout État. Quand on n'est pas juif, peut-être faudrait rajouter. État, toute politique, quand on n'est pas juif, c'est compliqué. On doit pouvoir critiquer toute politique. Quand on n'est pas juif, c'est compliqué, Philippe. Regarde, alors peut-être. C'est ça la question. C'est quand on n'est pas de confession juive, est-ce qu'on peut ne pas être traité d'antisémite quand on émet une critique? Moi, que j'ai à me défendre de ne pas être juif, ça me fait quand même mal. Je peux te dire. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Oui, tu peux, si tu restes factuel. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, j'insiste, quand tu parles de famine et qu'on sait factuellement qu'il n'y a pas de famine, quand tu parles de génocide, quand tu sais concrètement et factuellement qu'il n'y a pas de génocide, c'est-à-dire que la population a cru entre le 7 octobre et aujourd'hui. J'insiste bien là-dessus. Ce n'est pas une condition... Non, si, bien sûr. Excuse-moi, le génocide, c'est la destruction. J'ai pris la destruction. Non, c'est destruction méthodique d'un groupe humain. C'est factuel. Non, une des explications. Destruction méthodique. Une population, alors c'est là... L'intention. Non, attends, on va faire un peu de mathématiques. Tu peux avoir une intention génocidaire, tu peux cibler, et d'ailleurs c'est la définition du génocide, l'ensemble de la population,
ou une partie de la population, Mais il y a aucune- et l'intention suffit. Donc tu peux Mais il n'y avoir a ni Attends. intention ni destruction. Non, mais ça, c'est factuel. une opinion. Non, Tu c'est peux avoir factuel. une population qui croît, qui augmente en valeur absolue, et tu peux quand même avoir un Alors, génocide je t'arrête, tu sais quoi constitué. Alors, je Alors, parle je te réponds. Tu En m'as tant posé que des Juif, questions. en tant qu'ami de Rwandais et d'Arméniens, je te garantis que nos trois peuples auraient adoré être génocidés avec une population en croissance. Je te le garantis. Va parler à mes amis rwandais, va parler à mes amis arméniens ou juifs, je te garantis, on aurait tous aimé avoir Je te un an et demi après le début du Je te génocide, réponds. plus non, de mais tu peuples. veux du factuel. Ah, mais c'est factuellement Je te fou. réponds du factuel. C'est factuellement Maintenant, fou tu et me faux. dis sur le fait de la famine. J'ai pas dit qu'il y avait une famine. J'ai dit que l'ONU et un certain nombre d'organisations non gouvernementales parlaient du risque de famine et qu'il y avait déjà de la malnutrition pour un certain nombre d'enfants qui étaient, dans mes meilleurs souvenirs. Je ne suis pas un spécialiste de la notation des famines, mais au stade 3 et au stade 4, et que si on continuait, on serait au stade 5 avec le risque avéré. Bon, après, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert il y a 10 jours. Mais non, de mais 2 100 000 personnes. Ça fait un an et demi que Philippe. c'était pas ouvert comme tu dis, et pour autant on a encore un an et demi plus tard, et moi je le sais, on a toi et moi du mal à perdre du poids, je te garantis que eux n'arrivent pas non plus à perdre du poids. Et regarde bien les images de tout. J'insiste bien, allez voir ce documentaire. de LCI Enfin, quand même, pardon exceptionnel. Philippe, mais est-ce que vous ne pouvez pas penser que c'est un peu indécent de rappeler tout le temps ça? Vous allez presque jusqu'à sous-entendre qu'il n'y a pas de souffrance. Je dis qu'il y a des souffrances. Ah ouais, mais Et la bon, souffrance, focaliser elle est- sur ce qu'on a, Mais la non, famine, mais je pense qu'il y a de la Mais non, mais famine oui, mais aussi oui, quand même tu pour sais, Non, il n'y certains. a aucune famine. Être obèse, c'est pas un signe de bonne santé. Hein. Non, je sais. Parce que quand tu je suis en regardes- mesure- Non, mais on ça est tous les deux en sous-entendrait train de- presque en vous focalisant que sur ces axes-là, que vous faites abstraction de toutes les autres souffrances, Mais de pas tous du tout. les Je dis que la souffrance des les Gazaouis, décès de civils. la France des Gazaouis est monstrueuse. Et il y a Les des gens- civils quand même qui sont Et il y a des civils qui meurent. Malheureusement, ils meurent parce qu'ils sont des parce victimes que les- collatérales, c'est ça, selon vous? Non seulement ça, mais parce que les gens du Hamas se cachent derrière les civils. Et aussi, par exemple, ce qu'on a vu, contrairement à ce que tu racontais sur la distribution alimentaire, ce sont les membres du Hamas qui ont tué des Gazaouis, qui allaient se nourrir, qui leur tiraient dessus. Parce qu'ils Alors, ne voulaient pas que la distribution se fasse par la Fondation américaine. restons dans Mais le c'est très factuel. important. Mais attends, tout à l'heure, je pense que... C'était sur la critique de Netanyahou Alors, je voudrais juste finir là-dessus. Non seulement on peut, mais on doit critiquer comme on doit critiquer tout gouvernement. Je ne me prive pas de critiquer le président de Groenland, Emmanuel Macron, comme je ne me prive pas de critiquer le gouvernement israélien. Je l'ai fait encore tout à l'heure quand j'ai parlé de l'ambassadeur qui nous envoie à Paris, qui est quand même le dernier degré de l'incompétence. Oui, mais toi, tu le fais. Non, mais j'entends. Il y a des gens qui, Mais oui, mais dès que tu dis ça, ils te disent Didier, antisémite. Mais non, mais Didier, c'est insupportable. oui, mais voire là- qui là- vous menacent. Non, Et qui non, menace. mais c'est pour ça que je t'ai envoyé un message Oui, très gentil. et j'ai apprécié. Et je t'ai pas envoyé un message d'agressivité. Et j'ai apprécié, Je t'ai hein. dit, viens, on prend un Je te verre, l'ai on en dit. parle. Je te l'ai Mais parce dit. que je vais te dire une chose. À partir du moment où toi, Didier Maisto, qui est pour moi un garçon intelligent avec qui j'ai échangé depuis des années, tu es capable de répéter ces mots qui sont chargés de sens, comme famine, alors que j'affirme factuellement qu'il n'y en a pas, et c'est vrai, et qu'il n'y a pas de génocide. Encore une fois, quand tu utilises ces mots-là, tu utilises... Et ça veut dire les- qu'Émeric Caron, Jean-Luc Mélenchon, tous ces gens, ils sont totalement embrigadés. antisémites. Alors eux sont totalement antisémites. J'affirme, voilà, devant la caméra, que Jean-Luc Mélenchon et Émeric Caron sont totalement antisémites. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sont des gens qui ont cette idéologie. Tu peux reprendre... Quand Jérôme Gage a traité de salopard antisémite, Jean-Luc Mélenchon. Il a dit un truc intéressant, Jérôme Gage, il a dit il retire le mot salopard, mais antisémite, il ne le retire pas. Je noterai simplement une chose, que Jean-Luc Mélenchon sait très bien ce qu'il fait depuis des années, et Jean-Luc Mélenchon n'attaque pas Jérôme Gage pour l'avoir traité d'antisémite, alors que pourtant, c'est vraiment écrit partout, dit partout, parce qu'il sait très bien qu'il perdrait. Donc en fait, il sait très bien ce qu'il fait. Il a un jeu. Jean-Luc Mélenchon, il lui dit qu'il lui manque 500 000 voix pour arriver au second tour à la présidentielle. C'est ce qui lui a manqué en 2022. Il dit que c'est ce qui lui manquera en 2027. Donc il fait un battage monstrueux. Moi, encore une fois, Didier, on se connaît, j'ai énormément d'amis. Didier qui a connu Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et j'ai énormément d'amis musulmans. Shabbat dernier à la maison, j'avais un ami musulman. Ce Shabbat, j'aurai encore un autre ami musulman. Chez moi, c'est une table ouverte. Tout le monde vient parce que pour moi, c'est très important que tout le monde d'échanger des idées, etc. Mais eux me disent concrètement, et ce sont des musulmans pratiquants, ouverts. Mais Netanyahou, c'est une chance pour Israël aujourd'hui? Je vais juste répondre là-dessus. Mais donc, Et pour le ces monde, gens-là, d'ailleurs. attends, et ils me disent, voilà, il faut comprendre que dans les milieux arabo-musulmans, même les plus laïcs, le mot d'ordre, c'est Mélenchon, il nous défend, Mélenchon. Alors qu'en fait, je pense que Mélenchon leur cause un tort monstrueux et qu'il les C'est électoraliste, quoi, d'après vous. Voilà. Maintenant, pour dire, est-ce que Netanyahou est une chance? Je pense que Netanyahou est le plus grand échec de l'État d'Israël depuis la création de l'État d'Israël en ce qui concerne le 7 octobre. C'est-à-dire que le 7 octobre, j'insiste bien, et je vais choquer, donc on va peut-être me traiter d'antisémite, mais je pense que le 7 octobre est plus grave
que ce qui s'est passé lors de la Shoah. Pourquoi ? Parce que lors de la Shoah, les Juifs étaient laissés à l'abandon, ils étaient un peuple errant, ils n'avaient aucune armée, personne pour les défendre. Le 7 octobre, ils étaient censés avoir la meilleure techno du monde, la meilleure armée du monde, les meilleurs services de renseignement, et ils se prennent une raclée phénoménale. Et comme tu l'as dit, j'ai perdu 3 membres de ma famille qui ont été brûlés vifs dans le kibbutz Be'eri. Je dis une chose, que quand on a cet échec-là, c'est quelque chose qui restera à tout jamais sur la légion du déshonneur de Netanyahou. Maintenant, je dis une autre chose. Sur ce qui s'est passé, et encore une fois, moi je ne parle pas de Netanyahou, je parle de tout l'État d'Israël. Le Mossad, par exemple, ce qu'ils ont fait, l'opération Beeper au Hezbollah, c'est fabuleux. Et réussir à éliminer une organisation terroriste qui martyrisait... C'est pour ça qu'on est un peu surpris qu'ils aient pu faire ça sans avoir vu ça. Mais je vais expliquer tout ça. Parce que, alors c'est très important. Il y a ce qu'on appelle en Israël le Shin Bet, donc qui gère les territoires israéliens, donc dont fait partie la Samarie et la Judée et Gaza. Et il y a le Mossad qui s'occupe de toutes les opérations extérieures. C'est pas le même niveau. Et donc, ce qu'a été capable de faire le Mossad au Liban avec une infiltration humaine incroyable. Et en Iran. On y viendra. En revanche, à Gaza, ils ont tout misé sur la techno. Ça me fait penser aux États-Unis le 11 septembre. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont tout misé sur la techno. Donc là, ils n'ont pas vu que les mecs se parlaient, que les Saoudiens se parlaient entre eux et qu'ils avaient préparé leur coup. Et ils ont fait un truc. Alors, avec une hypothèse extrêmement désagréable, qui est un peu dans tous les esprits rationnels, on va dire, que peut-être Benyamin Netanyahou a laissé un peu faire. Alors, attends, mais je te réponds, ça c'est faux. Moi aussi, je il était englué dans les affaires. Je vais au bout de l'idée. C'est pas mon idée d'ailleurs, parce que moi, au départ, je me dis, oh là là, quand même, sacrifier 1200 personnes, c'est quand même bizarre de faire ça quand on peut lui dire tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour se maintenir au pouvoir ? Bon. Après, il y a eu le New York Times, il y a eu un certain nombre d'articles qui ont mis en exergue le fait qu'il y avait, on a vu les rapports des services de sécurité qui ont dit, et alors, la seule question à se poser, c'est est-ce qu'ils ne l'ont pas cru et ils ont tout misé sur le high-tech en disant, exactement. Voilà, ou est-ce qu'ils ont un peu laissé faire en disant... Je vais t'expliquer pourquoi c'est alors, pas pourquoi je dis ça. Tu peux évacuer ça. Alors, non, pourquoi je dis ça, évacuer. C'est que, ensuite, on a eu quand même, à plusieurs reprises, d'abord des preuves, et puis des déclarations de Netanyahou lui-même qui dit « Bah oui, moi j'ai aidé Daesh, j'ai financé... » Non, il n'a jamais dit qu'il a aidé Daesh. Non, il a aidé... Il a dit bêtement... Il a dit bah, « Et alors ?» Non. On a vu l'interview. Il a dit « Et alors, si ça aide Israël de financer Daesh ?» C'est important d'expliquer. C'est important d'expliquer par rapport au... quand même perfide. Par rapport au 7 octobre, que l'État d'Israël est une nation. Tout le monde se tire dessus, politiquement. Je te garantis que si jamais c'était quelque chose qu'il avait laissé faire, ça serait déjà sorti. Et en tout cas, ça sortira. Et arrête. Bon, tu vas me dire arrête. Arrête, ça va parler. Non, mais arrête à évoquer ça. Mais il n'a jamais arrivé avec des preuves. C'est toujours des supputations. Et arrête, c'est vraiment une feuille d'extrême gauche. On rappelle ce qu'est arrête. C'est un journal d'extrême gauche israélien qui est vraiment d'extrême gauche. C'est un journal de gauche. Non, c'est de l'extrême gauche. C'est limite, c'est entre l'humanité et la feuille de NPR. C'est vraiment incroyable. Non, mais l'arrête, ça n'est pas un journal. C'est vraiment une feuille de chou. Je te laisse la responsabilité. Voilà. Donc maintenant, pour revenir donc sur la critique de Netanyahou. C'est comme Rafovitch qui est neutre. Non, mais du 7 octobre. Non, absolument pas. Il est ni neutre ni objectif. Il est porte-parole de l'armée israélienne. Oui. Donc ça, pour moi, mais on ne demande pas à un porte-parole d'une armée d'être neutre et objectif. Ah non, mais on demande peut-être à des médias français d'avoir une contradiction. Si tu veux. Mais voilà. Mais juste pour revenir. Minimum, donc le 7 octobre, échec total de Netanyahou. Humiliation totale de l'armée israélienne. Et encore une fois, je te dis, avec des après, morts j'aimerais qu'on arrive à l'Iran. Voilà. Mais pour revenir sur ce qui s'est passé, ensuite, moi, je pense que sur la guerre de Gaza, il n'a pas forcément bien géré. Peut-être on n'a pas les éléments tactiques, technologiques et ça qui nous permettraient de dire. Moi, je pense qu'il est étonnant qu'il soit allé à Rafah si tard. Je pense que la Rafah, qui était les tunnels de contrebande qui venaient d'Égypte, qui faisaient rentrer les armes, c'était là qu'il fallait en premier. C'est incompréhensible. Voilà, c'est qu'il fallait en premier. Alors, il l'a fait après. Mais je rappelle une chose, que quand Israël a voulu à Rafah, il y a eu une campagne internationale menée par Biden, Macron et ça. N'allez surtout pas à Rafah. Mais pourquoi ? Pourquoi Biden et Macron voulaient protéger le repère du Hamas ? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose. Maintenant, l'opération Beeper est une opération exceptionnelle, mais qui n'a rien à voir avec Netanyahou, qui a à voir avec le Mossad. C'est pas Netanyahou lui-même, il l'a déclenché, mais c'est vraiment une opération brillante. L'opération de longue date avec les fabricants. Voilà tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, la gestion sécuritaire actuellement en Israël se passe plutôt bien. Maintenant,
Ça fait 16 ans qu'il est Premier ministre. Il a déjà été Premier ministre 3 ans entre 96 et 99. Je pense qu'il est temps à un moment donné qu'il parte. Et mon anticipation, alors peut-être que je me trompe, mais mon anticipation, c'est qu'une fois que la guerre sera pliée, il y aura des élections en Israël et il devra partir. Et ensuite, on fera le bilan. Il y aura le positif, il y aura le négatif. Et vous pensez qu'elle peut être pliée quand? Alors, moi, je pense que d'abord, ce qui est en train de se passer en Iran. Pensez d'abord qu'elle peut être pliée. Parce qu'on va mais parler de l'Iran. elle va être pliée. elle va être pliée. Elle va être pliée. Elle va être pliée. Encore une fois, la guerre s'arrête. Il y a 53 otages. La guerre s'arrête le jour où les 53 otages sont libérés. Oui, mais pour c'est l'instant, quand même je le sais. dingue. Mais oui, mais c'est quand même dingue. Si vraiment ce peuple est si martyrisé. Mais le etc. Hamas, c'est pas tout le peuple. Eh ben d'accord. Est-ce alors, qu'on d'ailleurs, attends, à l'envers, alors, je peux dire une chose est-ce très qu'on peut importante. défendre la cause palestinienne sans être tout de suite accusé de cautionner Bien le sûr, Hamas? mais je voudrais juste dire une chose importante. Et je vais montrer la preuve que c'est le Qatar qui contrôle à 100% le Hamas. Et j'insiste bien à 100%. Trump va en Arabie Saoudite et va au Qatar. Et Trump dit « Moi, je veux qu'on me libère mon otage israélo-américain ». Que fait le Qatar? Ordre au Hamas. L'otage israélo-américain est libéré dans la journée. Donc tout ça pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, si on faisait pression sur les bonnes personnes, c'est-à-dire sur l'émir du Qatar, et quand je vois qu'en France, on leur ouvre, on est prêt à tout. Je veux dire, la seule bonne chose que fait Anne Hidalgo, c'est de lutter contre l'influence du PSG à Paris. Donc voilà, c'est une première Là, on chose. sera complètement d'accord. D'accord, voilà. Mais Et moi, je vais plus loin, je vais jusqu'à Al-Joulani, Voilà. qui est reçu en grande pompe par M. Macron, avec M. Retailleau, qui prétend lutter contre le terrorisme, Ok. et qui, en bon macroniste, fait carpette. ok, alors Parce que ça aussi, il faut le dire. hein. ok, mais Même si c'est c'est pas la politique même française. si c'est l'allié d'Israël aujourd'hui, Non, mais c'est pas. voilà. Je et veux qui pas permet rentrer à je veux pas son, rentrer. voilà. J'ai déjà dit tout le mal que je pensais du président de Groland, donc on va passer à autre chose. Non, mais Retailleau et tous ces faux espoirs, ces hommes nouveaux, Non, mais on verra. qui Et sont, pour l'instant, il n'y a pas d'homme nouveau. qui sont dans la Pour l'instant, magouille il y a rien. et dans Donc, la... sur la guerre, la fin de la guerre, Donc la fin de la guerre, moi je pense que, encore une fois, il faudra que les otages soient libérés. Quand les otages seront libérés, il y aura une fin de guerre parce que de toute façon, et là il faut le comprendre aussi, je parle vraiment régulièrement avec des Israéliens, l'État d'Israël, économiquement, c'est très dur pour lui d'entretenir cette guerre. Moralement, c'est très dur, donc il faut gagner. Comme le disent les Israéliens, la tête de la pieuvre, c'était l'Iran. C'est l'Iran qui finance alors voilà, donc le la Hamas, question, le maintenant- Hezbollah, les Houthis du Yémen. Là, on arrive à Non, la mais tête là, on de est au il y a le cœur sujet du- de l'Iran. Est-ce Non, qu'on mais- est au bord de la Troisième Guerre mondiale? Est-ce que Netanyahu Absolument joue pas. avec le feu? Absolument pas. Non. Alors, absolument pas. Il n'y a aucune troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce que l'Iran n'a plus d'alliés. La Russie ne fait plus rien pour défendre l'Iran. D'ailleurs, la Russie a déjà tellement de mal à gérer La Russie a l'Ukraine. demandé quand même Oui, mais officiellement à mais la Russie Netanyahu de demande ce cesser. qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils peuvent demander, comme Macron a demandé. Il peut aller. Enfin, il peut- Poutine, il- c'est autre il chose peut que mettre Macron. beaucoup d'urine dans un violon pour raconter n'importe quoi. Le président chinois peut aussi dire qu'il est contre. Tout le monde est contre. Aujourd'hui, les gens ont compris que le monde doit s'arrêter. On a tous. Israël peut avoir raison contre tout le monde? C'est pas Israël qui a raison contre le monde. C'est la civilisation a raison contre l'Iran, qui est vraiment la Et le puissance. droit international. De il toute peut être- façon, Alors, non, mais attends, tout mais ça, je ça vais- n'existe attends, pas. mais je le veux juste droit. finir. Ça n'existe Non, pas, non, le droit la Ah bah, tout à déstabilisation. l'heure, vous en parliez. L'Iran- Non, mais, non, oui, non. d'accord, Attends, juste une c'est un chose. idéal, mais Eric, je c'est voudrais pas juste ça dire qui va une faire chose. changer les Regardez, choses. moi je pense Sinon, qu'il faut Israël voir- aurait été condamné 100 fois. hein. Écoutez-moi, à l'ONU. non, mais bon, je voudrais voir une chose. La chute de l'Iran, la chute des mollahs en Iran, parce que l'Iran c'est un grand pays, c'est une grande civilisation. La chute des mollahs en Iran, pour moi, c'est exactement, et j'insiste bien pour moi, la même chose que la chute de l'URSS. C'est-à-dire que la chute de l'URSS a libéré des peuples et a retiré ces forces antagoniques qui faisaient toutes ces tensions dans le monde entier. La chute de l'Iran libère les Libanais du Hezbollah, libère les Yéménites des Houthis, libère les Gazaouis du Hamas et libère les Iraniens, encore une fois, 90 millions d'habitants qui vivent sous un joug insupportable de mollahs qui Alors. empêchent même les femmes, et je rappelle lui encore une fois, qui lapident les femmes quand elles se promènent avec une mèche qui dépasse et qui pendent les homosexuels. Et voir à Paris, et ça me fait hurler quand je vois des manifestations de gens qui se disent de LGBT, gauche, LGBT, qui défendent Khamenei, Palestine. etc. Je me dis, mais ces gens-là, est-ce qu'ils savent que s'ils allaient à Gaza, les homosexuels, on les jette des buildings pour qu'ils crèvent? Voilà ce qui se passe à Gaza. Aujourd'hui, la Gay Pride, elle était à Tel Aviv. La Gay Pride, elle était à Jérusalem. Donc voilà le monde. Voilà le monde dans lequel on Non, vit. moi- Donc je dis encore une fois, la chute des mollahs sera la chute de l'URSS. Bon, de toute Tuer façon, on pourrait... Khomeini, ça mettrait fin à la guerre, comme l'affirme Netanyahu, d'après vous, Didier? Alors, tuer Khomeini, je ne sais pas. Bon, on peut dire plusieurs choses. Un, d'abord, il y a les faits, même si... qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, il y a des capacités qui sont importantes de l'Iran, mais qui ne sont pas infinies. Ils ont 2000 à 2500 missiles. Ils devaient en tirer pendant 2 ou 3 jours
toute la salve pour faire très mal à Israël, mais Israël, qui avait bien infiltré le régime, d'ailleurs on le voit, ils sont très performants pour éliminer les têtes pensantes, les dirigeants du gardien de la Révolution, les mecs qui sont à la tête de l'armée, etc. Ils te les décanillent comme ça. 4 jours après, l'autre est nommé, ils le tuent aussi. Bon, donc c'est un régime qui a été infiltré depuis des années de l'intérieur, et ça le Mossad sait très bien faire, et ça, là, il n'y a pas de débat, premièrement. Deuxièmement, donc, comme ils ont détruit aussi on va simplifier, les engins qui lancent les missiles, c'est pas encore fini, mais disons qu'ils peuvent en lancer 200, 250 maximum à la fois. Bon, on a bien vu qu'ils font vous allez voir le feu, etc. Bon, finalement, on va rien voir du tout, ça va s'amenuiser, il y en a encore pour 8-10 jours, quand on regarde un petit peu les choses, les capacités, voilà. Et vous êtes d'accord pour dire que l'Iran représente une menace existentielle pour Israël aussi ? Alors, l'Iran, de toute façon, évidemment que ne s'en est pas caché, hein, c'est un de ses buts, c'est un des buts des mollahs, la fin d'Israël. Éradication d'Israël, et j'insiste bien aussi, ils veulent islamiser le monde entier, et c'est aussi pour ça qu'avec la taille de leurs missiles, et la puissance de leurs missiles, et la portée de leurs missiles, c'est aussi une menace pour l'Europe. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Français étaient beaucoup plus en pointe à l'époque de Barack Obama, qui était assez gentil avec les Iraniens, et c'est la France qui, à l'époque, voulait tordre le bras à l'Iran. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que je voudrais finir. Une menace, non, mais c'est important de se dire, c'est une menace aussi pour nous, Européens, l'Iran. Il faut quand même savoir que Mitterrand a signé un pacte secret en 91 avec l'Iran pour développer l'atome iranien. Hein. Non, ça c'était avant, c'était Giscard qui l'avait signé. Non, c'est Mitterrand en 91. C'était Giscard, et c'est pour ça qu'il y a eu Eurodif. Eurodif, c'était sous Giscard ? Oui, non, ça a commencé sous Giscard, mais c'est Mitterrand qui a signé en 1991 ce fameux traité, on l'a su beaucoup plus tard, qui a permis finalement à l'Iran de continuer. Alors, de toute façon, on ne va pas contester les trucs. On est assez d'accord là-dessus. Je dis simplement que ce qui est compliqué à faire comprendre aux opinions publiques, et notamment françaises, c'est qu'au départ, on nous dit le but de Netanyahou, c'est de récupérer les otages. On voit que ce n'est pas tellement atteint. Après, il nous dit qu'il faut éradiquer le Hamas. Et alors, au début, on peut comprendre que le Hamas s'enterre, et de toute façon c'est documenté, et que tout l'argent de l'aide a été dans construire des tunnels, etc., au lieu de construire des universités. Je ne conteste absolument pas, c'est absolument très bien documenté. Simplement aujourd'hui, on a 94%, en gros, d'après tous les chiffres, là tout le monde est d'accord, de Gaza qui est détruit. Hein. Il y a 25 000 terroristes qui ont été tués. Dire aujourd'hui, on met des boucliers humains pour résister, etc. Enfin, quel bouclier humain, où, comment, quoi ? Il n'y a plus d'édifices. Quand tu regardes par satellite, tu regardes Gaza, c'est rasé. C'est rasé. Tu mets des gens où ? Alors, ça n'a aucun sens. D'abord, il y a les tunnels. Alors, ça n'a aucun sens. Pour revenir sur Mitterrand, Mitterrand, pour moi, c'est pas une référence. Mitterrand, c'est quand même quelqu'un qui a été décoré de la Francisque. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Décoré de la Francisque par le maréchal Pétain, qui, à la fin de sa vie encore, recevait Bousquet, l'organisateur de la rafle du Veldiv, à l'Élysée. Donc, moi, tous les Attali, tous les gens qui ont été proches de Mitterrand et qui ont léché les bottes de Mitterrand jusqu'à la fin, les Anne Sinclair, etc., qui ont vécu avec un collabo, qui ont passé leur vie avec un collabo. Et donc, tous ces gens qui ont passé leur temps, dire oh non, non au fascisme, etc., et qui étaient avec le plus grand collaborateur qui a accueilli un collabo à l'Élysée jusqu'à la fin de sa vie, moi, non merci. Je souscris à 100% de tes paroles sur le sujet. Maintenant, pour ce qui concerne les otages, quelle autre solution pour libérer les otages ? Israël ne peut pas vivre avec la menace du Hamas, comme la France ne pourrait pas vivre au Luxembourg, par exemple, au Liechtenstein, si tu veux, pour faire plus en termes de proportion, avec un groupe terroriste qui menace d'envoyer des fusées en permanence sur le pays. Maintenant, 94%... Il a quand même aidé le Hamas. Non, mais bien évidemment. Mais il l'a aidé pourquoi ? Il a financé le Hamas, Netanyahou. C'est ça le problème. Non, c'est ça le problème. Ah, mais il faut comprendre. Et c'est la grande... Et c'est une des grandes fautes de Netanyahou qui est liée au 7 octobre, c'est-à-dire l'inconscience de se dire qu'on allait pouvoir mais c'est toujours la même histoire. Non, mais excuse-moi. L'inconscience de se dire que l'argent du Qatar qu'on faisait transférer à Hamas allait acheter la gentillesse et le calme de ces gens. C'est la bêtise absolue. De la même façon, encore une fois, les Saoudiens qui ont fait le 11 septembre, c'était pas des gars en guenilles, c'était pas des gens qui vivaient dans la misère, c'était des riches Saoudiens qui ont fait la même chose. Là, les gens du Hamas, le même processus. Il y a 4 phases. Non, mais on est d'accord. C'est-à-dire, on recrute un mec, on en fait un agent,
on le forme. Non, mais là, c'est autre chose. On le forme. Il finit par se rebeller contre la personne qui l'a formé, c'est les apprentis sorciers, et après on essaie de lui faire la guerre. Ça ne marche pas. L'Occident est spécialiste de ça quand même. C'est pour ça que c'est autre chose. Encore une fois, une grosse erreur de Netanyahou pré-7 octobre, puis le 7 octobre, et ensuite je pense qu'il a quand même bien géré les situations. Maintenant, je suis 100% d'accord, je ne connais pas les chiffres, tu dis 94%, tu as sûrement raison, je n'y connais rien. Mais d'abord, j'insiste bien une chose. Regarde, il y a des vidéos qui existent de Gaza avant le 7 octobre. C'était une ville, on vous parle de camps de réfugiés, ça n'avait strictement rien à voir avec un camp, comme on dit, c'était des villes vraiment tout à fait viables, extrêmement confortables, avec des hôtels de luxe, avec des choses, c'était incroyable. Là, c'était quasiment une cité balnéaire. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si je prends tes chiffres de 94%, tu as raison, mais quand on est à cet été-là de désolation, de destruction, mais pourquoi ne pas libérer les otages pour arrêter la guerre? Encore une fois, parce que la monnaie d'échange... Mais la monnaie d'échange de quoi? Ça t'apporte quoi de garder 53 mecs en prison? Attends, je vais te dire, le Hamas... Dans des géos... Ils sont encore en vie. Le Hamas... Oui, mais il n'en reste que 20 en vie. Non, mais le Hamas, en faisant ça, a existé parce qu'eux, ils ont, je pense, un projet qui n'est pas celui de la Palestine. Hein, et je suis d'accord pour dire qu'il y a un schisme entre... Moi, je n'ai jamais défendu le Hamas. Et je ne défendrai jamais le Hamas. J'ai simplement fait un tweet un jour en disant ce que je te disais tout à l'heure. Là, je suis français avec mon séant sur un fauteuil. Si j'étais palestinien, je ne sais pas si j'aurais la force d'âme pour résister et ne pas devenir terroriste. Et si j'étais israélien, je ne sais pas si j'aurais la force d'âme pour résister en me disant j'ai envie de voir tout le monde mort. Je ne sais pas. Pour appuyer ce que tu dis, je ne sais pas. Le Hamas, ça veut dire le mouvement de la résistance islamique. Oui. Non, mais qui n'a strictement rien à voir avec la Palestine. Ce sont les frères, attends, c'est important. Ce sont les frères musulmans. Et ce sont les mêmes, oui, mais je suis d'accord. Mais ce sont les mêmes frères musulmans qui infiltrent la France. Ce sont les mêmes frères musulmans qui sont payés par le Qatar. C'est la même pieuvre. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Les gens qui ont frappé le Bataclan, comprenez une chose. Il y avait des réjouissances à Gaza quand il y a eu le Bataclan. Il y a eu des réjouissances à Gaza quand il y a eu des attentats de Nice. Il y a eu des réjouissances à Gaza quand il y a eu le 11 septembre. Donc je vous dis, on a affaire à des gens qui sont nos adversaires, les adversaires de notre civilisation. Et quand je vois des Français manifester en faveur du Hamas, je me dis, ces gens-là sont fous. J'essaie d'expliquer les choses, comme tu l'as vu. Personne ne pourra compter sur moi pour défendre un mouvement terroriste, quel qu'il soit. Parce que je ne peux pas, enfin c'est au-delà de toutes mes forces de défendre un mouvement terroriste. Je ne peux pas. Je comprends, en revanche, que des gens qui sont dans le désarroi, etc., se disent, après tout, applaudissent. Mais c'est faux parce que le 7 octobre, le 6 octobre, Gaza était un endroit parfaitement viable malgré toutes les restrictions d'entrée et de sortie. Et encore une fois, je tiens à te dire une chose. Non, je vais juste te dire. Ma famille qui a été tuée au kibbutz Be'eri recevait tous les jours, toutes les semaines, des gens de Gaza à qui ils offraient des soins, à qui ils offraient du travail, et ils avaient de l'argent, ils vivaient parfaitement dans ce qu'on appelle, la bande de Gaza. Quand j'essayais d'expliquer que pourquoi il faut, c'est ce qu'on essaie peut-être de faire tous les deux, dire un certain nombre de choses fondamentales qui tiennent à l'essence, au crucial, et des choses qui sont plus épisodiques, qui tiennent à l'existence et à l'anecdote. Quand je dis trier le bon grain de livret, quelque part, moi j'ai vu un film magnifique de ce médecin, un médecin pour la paix, ça s'appelle, qui est un médecin arabe, palestinien, qui allait travailler dans tous les hôpitaux israéliens, qui était un obstétricien, qui accouchait des femmes, etc., qui a vu sa famille se faire massacrer en direct. Et les types de la télé israélienne, ils ont interrompu l'émission, ils ont pleuré en direct, parce qu'il y avait un char-de-mant chez lui qui a fini par tirer, etc. Ces exactions, ces conneries, on les voit de tous les côtés. Le problème, ce ne sont pas des exactions. Ce sont des terroristes qui se cachent derrière des civils. Non, mais là, c'était l'armée. L'armée régulière. Oui, alors, mais non. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'encore une fois, comprends bien une chose. Toute image, si on est dans la guerre de l'image, parce qu'aujourd'hui, pourquoi cette guerre, elle continue? Parce que le Hamas se dit, tant qu'il y a des idiots utiles en Occident et des intelligents rémunérés qui continuent à nous défendre, on va y aller. Ces gens-là... Mais c'est ça le piège. C'est ça que le Hamas a parfaitement compris. Mais c'est le piège dans lequel, je te dis une chose, je pense, en toute amitié, que tu tombes, et tu ne te rends pas compte. Et tu ne te rends pas compte. J'espère qu'après cette émission, les gens auront compris que tu es un homme de nuance, et que toi aussi, et que je t'ai pas à recracher.
Oui, non, mais là, tu insultes mon intelligence. Mais pas du tout. Je suis pas en train de recracher la soupe du Hamas ou des gardiens de la révolution iranienne. Non, mais je pense qu'il est important, encore une fois, dans la situation actuelle, de bien faire comprendre que c'est ce qu'on essaie de faire. On fait tomber les armes du Hamas, on libère d'otages, la guerre s'arrête. Et puisqu'ils ne veulent pas le faire, la guerre continue. Et elle n'est entretenue parce qu'il y a des gens, excuse-moi, totalement inconscients comme Emmanuel Macron, j'insiste bien, totalement inconscients comme Emmanuel Macron, qui entretiennent ce mythe. Moi, quand Emmanuel Macron... J'ai grandi dans l'idée, et d'après l'Antienne, que j'ai entendu toute ma vie, l'Iran est en capacité, dans 2 semaines, d'avoir 15 têtes nucléaires. L'Allemagne a dit, Israël fait le sale boulot pour tout le monde. Oui, alors ça m'a... Et j'insiste bien. Ça m'a profondément choqué. Je demande à tous ceux qui nous regardent, écoutez bien ce que je vous dis parce que ça restera... L'analyse, c'est ce qu'il y aura dans les livres d'histoire. La chute des mollahs en Iran sera exactement l'équivalent de la chute du mur de Berlin et la chute du Berlin.